J'essaye toujours de pas aller trop me documenter et je réfléchis toujours à sec sur une thématique. Et ça m'a beaucoup aidé en production de contenu. Et c'est là où je trouve que tu développes une patte, c'est que c'est trop bien de s'inspirer, mais je me suis rendu compte que la plupart des créateurs de contenu, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient lire 10 articles et après ils en faisaient une synthèse et du coup c'est comme ça qu'on crée pas de contenu original. Il y a cette phrase que j'adore qui dit « La vie, c'est comme une broderie. La première partie de ta vie, tu vois que tout est beau parce que t'es du côté joli de la broderie et tu vois que tout est beau mais tu te demandes comment c'est fait. Et quand tu passes de l'autre côté, tu te dis « Ah putain, c'est moche mais ça y est, je comprends comment c'est foutu. » Mais c'est ça quand tu deviens podcasteur, tu te dis « Ah mais en fait, j'aurais pas pu craquer ça de l'extérieur, mais ça y est, ça te vient naturellement et la stratégie, elle va venir comme ça. » Je tenais vraiment à remercier le partenaire de la saison 1 de Club Sandwich. Tu le connais forcément. Il s'agit de Shine, le compte pro qui libère le potentiel de déjà plus de 100 000 entrepreneurs. L'idée, c'est de te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel de ton business, grâce à une seule app qui regroupe toutes les fonctionnalités bancaires pro dont tu as besoin. C'est sans engagement et l'ouverture de compte est super rapide. Et bien entendu, je vous ai négocié une offre assez ouf avec les 3 premiers mois offerts. Pour en bénéficier, il suffit juste de passer par le lien qui est en description. En gros, tu n'as rien à perdre, tout à gagner à créer ton premier compte pro sur Shine. Et évidemment, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir ce nouveau média, ce nouveau podcast. Donc merci beaucoup à Shine et plus particulièrement à Juliette qui soutient ma création de contenu depuis plusieurs mois maintenant. Merci beaucoup pour la confiance, merci Shine et bon épisode. Bah écoute, merci Caro en tout cas d'être là. En fait, ce qui était intéressant, on était en train d'en parler un petit peu en off, c'est de savoir un peu comment toi comment tu te détermines en fait, parce que c'est vrai que tu as un peu tous les codes, tu as un peu les codes du soloprenariat, tu as également une start-up, tu as également une agence, et puis tu as aussi beaucoup d'activités perso qui sont bien sûr mêlées à ta brand personnelle, on te voit beaucoup sur LinkedIn, tu fais partie vraiment de ceux qui sont là depuis assez longtemps, tu as également un podcast, tu fais des conférences, tu fais du coaching, en bref, tu fais plein de choses. Donc moi j'avoue que je me revois un petit peu dans ton profil et je pense que ça va être hyper intéressant de discuter de tout ça avec toi. Mais c'est vrai que déjà, toi, comment tu te définis? Comment tu te définirais? Je me définis comme une entrepreneur dans le marketing. Et le trait commun de tous les produits, les services que je lance, c'est vraiment le marketing et un peu finalement l'adage de LinkedIn, c'est aider les professionnels à mieux faire leur métier. Et en fait, le fait d'être comme toi, présente sur les réseaux sociaux, je suis en permanence au contact des douleurs des gens ou des besoins de réalisation, de transformation des gens qui sont là dans nos commentaires, dans nos messageries privées à nous dire « je me pose telle question, j'ai telle problématique, comment t'as fait ceci, comment t'as fait cela ?» Et l'idée, en fait, c'est que plus tu te nourris de ça, plus quand t'es un peu curieux et que t'as compris une fois, 2 fois, et c'est ton cas aussi, comment on fait une boîte, plus tu te dis mais en fait c'est un bis repetita, donc j'ai plus qu'à appliquer la même méthode et sortir comme ça une suite d'outils et c'est un peu aujourd'hui là où le vent me mène. Du coup je sors des produits, des outils marketing, mais on aura l'occasion d'en parler. L'idée c'est de créer un système qui s'auto-alimente aussi avec des ressources qui s'irriguent les unes les autres, comme la théorie du champ unifié de Elon Musk, Yes. qui se dit qu'en fait tu vas pouvoir mieux faire transiter les ressources à l'intérieur et créer ton propre écosystème de marque. Et ça, c'est évidemment comme la marque personnelle, pour jamais dépendre des autres. Ok, mais c'est ça en fait qui est hyper intéressant. Et il y a un mot que j'aime bien que tu as utilisé, c'est le mot système. Et en fait, c'est vrai, et le mot écosystème, en fait, c'est vrai toi, tu parles en fait d'une vision, d'une compétence et d'une passion qui est, on va dire, qui est le marketing. Ouais. Et en fait, de là, en fait, tu crées un certain nombre de verticales en saisissant des opportunités. Parce que je crois qu'en plus, sur tous les business que tu as, à chaque fois, tu as un associé différent. Ouais. Donc en fait, c'est des rencontres et des Tous. opportunités que tu saisis. Mais du coup, pour qu'on y voit un peu clair dans tout ça, est-ce que déjà, peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou peu, est-ce que tu peux rapidement te représenter? Et puis après, on refera un peu le fil de toutes ces aventures que tu as créées. Alors, je m'appelle Caroline Mignot. Mon histoire personnelle, c'est que j'ai fait mes études à Paris. Au sortir de mes études, je m'envole pour les États-Unis pour faire ce qui s'appelle à l'époque du Digital Brand Management. En gros, je lançais les plateformes digitales des marques du groupe Danone. Et en fait, à l'époque, c'était des nouveaux métiers. Donc, j'ai eu la chance que beaucoup d'entre nous ont eu à cette époque. On est sur des nouveaux métiers. Donc, en fait, on est mis très jeune face à des grosses responsabilités. Donc, à 21 ans, stage de fin d'études, je suis recrutée chez Danone à New York et en gros je gère toutes les plateformes digitales de Volvic, de la marque Volvic. Et en fait je suis restée 8 ans aux US et j'ai été formée au Gross, qui est là-bas genre un peu impensif, c'est-à-dire que si tu fais du marketing, of course tu fais du performance marketing. Et en France, au moment où j'ai perdu mon visa et où je me suis retrouvée parachutée en France à 28 balais 8 ans plus tard, je me rends compte
qu'on est pile à cette étape de pivot de « Ah, mais comment est-ce qu'on pourrait faire du marketing autrement ? Comment est-ce qu'on pourrait réconcilier le product avec le marketing ? Et en fait, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de mettre le marketing au centre de la génération de revenus et plus dans le bureau à côté du couloir juste avant la cafette ?» Donc, mon histoire personnelle, c'est ça. C'est je reviens en France avec pertes et tracas. On est en quelle année là à ce moment-là ? On est en 2020, juillet. Est-ce que toi, t'as quel âge, Caro ? J'ai 32 ans. Ok. On est en 2020, donc juste avant le Covid ou après le Covid ? C'est en plein. Juste avant. Enfin, vraiment juste avant. Okay. J'espère pas me tromper au niveau des dates parce qu'on se le disait avant. En fait, il y a eu tellement de Covid que je sais plus trop. Mais normalement, c'est juillet 2020. Il me semble bien que je me retrouve du coup parachutée en France. Et à ce moment-là, commencent un peu les réseaux sociaux. Mais à l'insu de mon plein gré, c'est-à-dire que je cherche du taf, je cherche à me faire connaître. J'ai pas de contact, j'ai pas de réseau en France parce que ça fait 8 ans que je suis aux US. Et je me dis, va falloir se bouger en fait. Et je commence à poster sur LinkedIn, mais sans aucune stratégie. Et tu postes, c'est ça en fait, tu postes quoi en fait de base que ça que là du coup si on remet en fait 2020, on va dire il y a eu un peu la première génération, donc c'était des Nina Ramen étaient déjà, c'est le moment où je crois que Grégoire Gambato, Germinal, fait des reach énormes et un peu la tête de gondole des premiers, enfin le premier vrai créateur de contenu qui a fait plein de petits après. Toi t'arrives on va dire à peu près à ce moment-là quoi sur LinkedIn. Oui, alors moi j'arrive par une voie détournée. Déjà, j'étais pas trop dans la fame. Moi j'étais DIRCOM dans le transport routier. J'ai pris un CDI à Paris pour assurer mes arrières à fond. Un bon soldat, hein, pas du tout mentalité entrepreneur. Moi vraiment genre zone de confort, je veux acheter un appart, je veux construire, j'ai 30 ans. Je veux vraiment faire plaisir à mes parents. Et du coup à ce moment-là, je prends un CDI et je donne des cours en école. J'ai toujours une passion pour l'enseignement, c'est ce que je voulais faire de base après la fac. Et en fait, je commence à donner des cours en école et là, tous mes élèves, c'est le Covid, budget gelé, tous les stages coupés. Et ils se retrouvent en fait tous sur le carreau, des stages en plus, des beaux stages aux États-Unis, c'est le moment où vraiment c'est ton rêve de partir et en fait tu pars plus. Et je commence à faire tourner leur CV sur LinkedIn. Je le fais sur 1, sur 2, sur 3 et en fait ça crée un mouvement. Je crée un hashtag qui s'appelle SOS Job et les gens ils sont là ouais c'est génial et ils commencent à partager les CV autour d'eux et en fait le truc marche hyper bien parce qu'à l'époque il n'y avait pas cette approche marketing de proximité sur LinkedIn. Tu vois, il y avait vraiment genre, si tu recrutes, mets une offre d'emploi et en fait, toi, envoie ton CV pour répondre à une offre d'emploi. Mais il n'y avait pas cet aspect, finalement, tu vois, très média sur LinkedIn. Clairement. Et du coup, un peu par hasard, je commence à avoir une communauté et en plus dans les RH, tu vois, un truc... moi, à ce moment-là, je ne mesure pas du tout que ça va être un outil pour le futur, mais je me dis, j'ai de l'impact, ça c'est intéressant, tu vois. Tu as des élèves qui sont pas bien, qui sont chez eux tout seuls et tout d'un coup, ils disent, putain, merci, tu as changé ma vie, j'ai un truc encore mieux que ce que je devais avoir avant. Et là, des RH commencent à me contacter et je me dis, waouh, putain, le truc, c'est... Il y a un effet boule de neige, quoi. Et c'est ma première expérience des réseaux sociaux. Puisque avant ça, j'avais un travail de geek, je faisais beaucoup d'analyse de data, j'ai fait beaucoup de e-commerce, mais je faisais des campagnes de publicité. Donc, j'ai jamais fait de l'humain et j'ai jamais fait du média, encore moins de l'image ou du branding que je détestais. Tu vois, le branding, j'ai passé des années à dire ça sert vraiment à rien. Le branding, je me disais, c'est vraiment des gens qui parlent pour rien dire et en fait, ça marche pas, c'est pas traquable. Je me retrouve là-dedans, quoi. Donc du coup voilà, donc là on est en France, on est en plein Covid, etc. Tu te mets à écrire un peu sur LinkedIn, à ce moment-là tu as un CDI et ça va être quoi, on va dire un peu là le milestone qui va te faire basculer dans une autre dimension. Donc quand je dis une autre dimension, c'est-à-dire une autre dimension en termes de personal brand sur LinkedIn, en termes d'entrepreneuriat. Est-ce que ça arrivait en même temps ? Est-ce qu'il y en a eu un qui a été avant l'autre ? Ça a été quoi un peu le déclic ? Je suis dans un taf où j'ai clairement choisi un manager avant de choisir un taf parce que je pense que j'avais besoin de me reconstruire professionnellement en entrant en France. Donc j'ai vraiment suivi un manager et je m'ennuie très très vite dans ma prise de poste. Donc au bout de 2 semaines, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre ici, tu vois, je plafonne. Et en fait à ce moment-là, je regarde les coûts d'acquisition, on est dans le transport routier, coûts d'acquisition monstrueux. Et pour autant, c'est pas mon métier et on est en France. Donc, il ne faut jamais toucher le métier du voisin et il n'y a pas trop d'énergie collaborative à ce moment-là. Je me dis, on est dans une grosse boîte, c'est très procédurier. Et quand tu essayes de discuter avec tes collègues pour faire mieux, tu sens que tu es un peu sur des plates-bandes. Donc, je me dis, Caro, tu viens d'arriver, fais pas de vagues, mais regarde comment est-ce que tu peux faire un truc un peu plus à impact que des cartes de visite, préparer des salons. Parce que, j'étais vraiment dans un taf... C'était ça, quoi.
Ouais, de communication. J'avais jamais fait de com de ma vie, mais je me retrouve à la fin du tunnel à devoir éditer des supports qui ne fonctionnent pas sans pouvoir, tu vois, passer les étapes d'avant. Grosse frustration des communicants. Et donc à ce moment-là, je me dis comment est-ce que je pourrais faire à mon niveau, baisser les coûts d'acquisition. Et je crée un partenariat avec un acteur du coup du monde du consulting qui s'appelait Transport Intelligence. Les coûts d'acquisition baissent drastiquement. Et là, en fait, on me dit, putain, c'est pas mal ce truc que tu as fait là, le partenariat. Ouais, n'hésite pas à le refaire, en fait. Et je me dis, bah, en France, on ne sait pas faire des partenariats. Et aux US, j'en ai fait pendant 10 ans. Et je commence à raconter un peu sur LinkedIn, bah voilà, les étapes pour faire un partenariat réussi et tout. Et il y a de l'attraction. Alors que, tu vois, des Benoît Dubos, mes premiers collègues du réseau et tout, étaient là, mais tu crées de l'attraction sur un truc qui n'a jamais intéressé personne. Donc, est-ce qu'il y a, pour la première fois, tu vois, un time to market? Est-ce que ça y est, les gens sont en train de se dire, on n'a plus le choix, on va être obligé de faire du partenariat? Et du coup, je commence à construire en public, construire en faisant, mais tu vois, complètement par erreur, entre guillemets, en me disant, bah vas-y, il n'y a pas de chiffre sur le partenariat, je vais faire un sondage sur LinkedIn, j'ai 900 réponses, bah je fais un livre blanc pour publier mes résultats, et en fait, je crée comme ça les premières documentations sur une micro-niche, mais c'est la première brindille qui prend feu dans mon activité LinkedIn, où je me dis, ah putain, ça marche quoi. Ça marche. Et donc, du coup, là, c'est ça, le partenariat, de toute façon, Ouais. on va bien voir que ça a une importance capitale dans ton parcours et dans tout ce que tu as créé. Parce qu'on va pouvoir en parler. La première boîte que tu montes s'appelle Richmaker. Ouais. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Est-ce que ça, du coup, là, Richmaker, ça arrive tout de suite après ça ou il se passe encore un certain laps de temps? En fait, Richmaker arrive au moment où je me sépare de mon copain qui était développeur et où je me dis c'est dommage, j'avais vraiment envie qu'il m'aide à développer cette plateforme pour faire des partenariats. Et je me dis bah en fait Caro, bah fais-la, trouve un cofondateur, fais-la. Je mets un message sur LinkedIn, je cherche un cofondateur, il y a un mec de ma boîte. Donc je suis DIRCOM. Je m'étais baquée au cas où, je pense que tu as peut-être une audience qui est en mode side project ou qui se dit est-ce que j'y vais pas. Dès que je suis arrivée en poste, je leur ai dit j'ai envie de faire mon projet sur le côté. Et ça m'a donné beaucoup de liberté pour la suite, tu vois. Donc en fait, j'ai pu mettre cette annonce sur LinkedIn, ce que je vous déconseille de faire si vous êtes en poste et que vous n'en avez pas parlé avant. Et j'ai dit je cherche un CTO pour un de mes projets. Et paf, ça a mordu. Et un mec de ma boîte me dit bah en fait, moi aussi j'ai envie de me lancer. Et on se connaissait pas, c'était une énorme boîte. Il me dit bah vas-y chaud. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. J'ai pas fait de pacte d'associés. D'ailleurs avec Antoine on n'en a toujours pas. Ouais. J'ai pas fait de pacte d'associés. J'ai donné direct 20% de ma boîte à un inconnu. J'ai fait tout à l'envers et sans avoir aucune éducation à l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que je lance sur le côté en side project, en parallèle du coup de mon activité et de mon taf où je manageais déjà 5 personnes. Je sais pas comment je me suis pas cramée, mais du coup à partir de 18h 19h tous les soirs, dès que je check out de mon poste, de mon CDI, et ben je check in et je bosse sur Richmaker toute la nuit avec Anto. Tu peux expliquer du coup ce que c'est Richmaker? Enfin, je suppose que ça peut être évolué dans le temps, mais de base, donc la première vision et la première proposition de valeur de Richmaker, qu'est-ce que c'est du coup? C'est une plateforme de self-service pour faire du partenariat, parce qu'en fait je me dis aujourd'hui on fait beaucoup de partenariats à l'affect. Je vois comment ça se passe, et particulièrement à Paris. En fait, soit tu fais partie des cool kids et du coup, tu as la chance d'être à Bordeaux maintenant grâce à toi aussi, mais faire partie d'un écosystème parce que tu es dans tel incubateur, parce que tu as fait telle école, donc tu as un réseau alumni. Soit en fait, bah, tu n'as rien et ton réseau, tu vas te le constituer, mais ça va te prendre des années. Et à ce moment-là, je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne remet pas l'intelligence des chiffres, des objectifs au cœur du partenariat? C'est-à-dire que deux personnes qui doivent faire un partenariat, c'est pas parce qu'ils sont au même étage de tel incubateur cool, c'est pas parce qu'ils sont écrits sur les réseaux sociaux en disant ah tiens j'ai l'impression qu'il y a un truc à faire ensemble, il y a une synergie, c'est le message LinkedIn. La fameuse synergie, ouais. Qu'on déteste recevoir où tu te dis mais c'est au pifomètre ce truc quoi. Moi je me dis en fait un bon partenariat c'est une adéquation d'audience qui est avérée. Et en général, ça, tu peux pas le savoir, sauf si tu es en interne dans la boîte. C'est des ressources qui sont complémentaires et c'est une vision et un culture fit, la culture, ça va te parler, qui se corroborent bien, tu vois, qui s'imbriquent bien. Et en fait, l'alliance de ces trois, bah, ça fait un bon match. Et je me dis, je vais créer un algorithme comme un site de rencontre, comme un Tinder, mais version marque et donc marque personnelle. Et je vais mettre ensemble les acteurs d'un même écosystème qui doivent vraiment se parler. Pas parce qu'ils sont dans la même ville, pas parce qu'ils ont fait la même école, mais parce qu'il y a une synergie marketing avérée.
Et tu peux donner du coup, je sais pas, un ou deux use cases pour que du coup les gens comprennent, etc. En fait, dans quel cadre on peut utiliser Richmaker. Donc du coup, qu'on soit côté, on va dire côté annonceur presque, Ouais. ou côté du coup, d'ailleurs c'est quoi la bonne sémantique? Vous en fait comme vous faites rencontrer des gens pour faire un partenariat, Ouais. c'est quoi la sémantique que vous utilisez? C'est quoi? C'est annonceur et autres ou c'est même pas du Ouais, tout ça? pour moi, c'est faire se rencontrer les gens qui ont des audiences complémentaires, c'est tout. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, c'est un peu suranné d'imaginer que, en fait, si tu es un média, si tu es une association, si tu es une marque personnelle ou un influenceur, t'as pas exactement les mêmes problématiques. Tout le monde Donc, veut la même par chose, la exemple, moi, demain, croissance. je peux aller sur Richmaker Ouais. avec ce podcast. Alors, aujourd'hui, c'est pas le cas parce que j'ai Mm. déjà un sponsor, Mhm. Shine, qu'on Qu'on embrasse, embrasse. Juliette, si tu m'entends. Mais par exemple, imaginons, j'en ai pas, je Ouais. viens sur Richmaker et là, en fait, je peux trouver un annonceur grâce à la plateforme. Et pas seulement en fait, parce que quand tu réfléchis, c'est pour ça que je te parle de croissance, c'est que aujourd'hui, moi, mon intérêt avec Richmaker, c'est que tu es un accélérateur business, ça veut dire que pour un podcasteur comme toi, il y a plusieurs enjeux. Tu veux bien sûr générer du revenu via un sponsor, par exemple, qui peut te permettre d'accélérer, d'avoir plus de ressources, un plus joli studio, mais tu veux aussi avoir plus d'audience, donc peut-être inviter sur ton podcast des gens qui ont déjà des audiences complémentaires. Donc, je peux trouver des invités aussi. Exactement, et des invités qui ont des audiences complémentaires. Typiquement, là, ce qu'on fait aujourd'hui, il y a un bon overlap d'audience, parce que je pense que les gens qui nous suivent, on fait partie en fait de du même écosystème. Mm. Les gens qui nous suivent, ça va être des gens qui adorent le marketing, qui ont envie de croître, qui ont faim, qui sont un peu des infinite learners, qui ont envie de tester toutes les solutions, tous les trucs avant tout le monde. Donc en fait, il y a déjà une adéquation d'audience. Donc le fait qu'on fasse un contenu en commun, qu'on le fasse rayonner auprès de nos deux audiences, ça s'appelle dans le jargon de la cross-promo. Bah, c'est un type de partenariat aussi. Et il y en a plein d'autres. Tu peux trouver des apporteurs d'affaires. T'as une hotline, j'en ai une. Et en fait, on peut se dire, tous les deux, on fait du consulting. Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas aussi s'envoyer des clients et être payé à la performance? Parce qu'aujourd'hui, être un apporteur d'affaires, c'est un taf. Recommander des gens, Ouais. c'est un taf. Donc, il y a plein... je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas vous ennuyer, mais... Là, je peux te donner comme ça, toi, avec tes enjeux de podcasting, je peux te donner 1000 idées de partenariat et 1000 personnes que tu pourrais rencontrer pour atteindre juste la croissance, l'étape d'après. Ok. Et donc le business model, c'est que pour utiliser la plateforme, en fait, on paye un abonnement, c'est ça en fait? Exactement. En fait, je me suis beaucoup creusé les méninges et je trouve ça cool parce que le SaaS, là, ça fait 2 ans que tu vois, les modèles de pricing, ils évoluent. On va de plus en plus vers de la tokenisation, du pricing à l'usage. Donc, tu payes en crédit, tout ça. Quand j'ai lancé Richmaker, au début, ça se faisait pas trop. Du coup, il y avait une complexité technique que j'ai pas réussi à craquer avec mon CTO. Et là, pour l'instant, on est sur un modèle de souscription. Donc, effectivement, tu payes à l'abonnement. J'ai jamais voulu faire de la commission parce que le partenariat, tu le sais, il y a tellement de valeur Ouais, et immatérielle. puis tu peux te faire bypass et tout, c'est compliqué Exactement. à calculer quoi. Mais là, du coup, je pense que je vais passer sur un pricing hybride, un business model où en fait, je vais être à la fois sur de la souscription et à la fois sur du coup du token, donc des crédits. Et tu as reçu Guillaume Moubèche. Guillaume, avec Taplio, c'est sa stratégie aussi, tu vois. Il y a plein de SaaS qui sont en train d'arriver dans ce mouvement du pricing hybride, hyper intéressant, mais très nouveau. Ok, donc ça, Richmaker, ça a quoi, 2-3 ans? Ça a 3 ans maintenant, ouais, c'est ma première boîte, c'est mon Ok. bébé. Mais il est entièrement automatisé. Donc je suis plus du tout opérationnelle dessus, ni mon CTO, parce qu'on est une famille recomposée. Et tu disais tout à l'heure, j'ai des Ouais. associés différents. En fait, mes associés transitent pas mal. Tu vois, on fait un projet, on l'automatise, bim, next. Et c'est comme ça qu'on avance en général. Ok, donc du coup là, donc tu lances Richmaker, donc du coup c'est ton premier projet entrepreneurial. Ouais. À ce moment-là, tu es encore en CDI, c'est un peu un side. Mm. À quel moment du coup tu décides de quitter ton CDI et de te lancer corps et âme justement dans ta galaxie autour du marketing Mhm. et vraiment dans l'entrepreneuriat quoi. Je dirais au bout de 6 mois. Donc quand même, comme on dit dans le sud, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Ouais. J'avais vu que ça marchait, mais je sais pas, il y avait un truc, j'avais jamais fait d'entrepreneuriat et ça me semblait tellement intouchable. Je me disais en fait, ça marche que sur les autres. Et je regardais beaucoup les créateurs, même tu vois sur LinkedIn, Benoît Dubos qui a été le premier à m'inviter à faire un live. Et quand je le regardais, j'étais là, mais jamais je pourrais faire ce qu'il fait, mais comment font les mecs pour faire tout en même temps? Et en fait, j'ai commencé à faire pareil, c'est-à-dire à faire et à me poser beaucoup moins de questions. Et du coup, ça a marché. Voilà. Parce que c'est ça, donc là, voilà, tu es dans cette veine-là, du coup, justement, comme Benoît, etc. Donc, Ouais. un peu l'après Gambato, etc. Donc là, donc beaucoup sur LinkedIn, Quick etc. and dirty. D'ailleurs, attends, c'est à quel moment comment elle s'appelait cette app là qui a fait un four là où il y avait des rooms, etc. Laquelle?
Ah, Clubhouse. Avec Clubhouse. Toi, si Ouais. je me rappelle bien, je voyais ta pastille partout. Tu étais très active sur Clubhouse, non? Ouais, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je suis en plein C'est là, Covid c'est chez vers moi. 2020 et quelques, non? Oh, je sais plus. Oui, c'était un. En fait, ça Ouais, me paraît c'était en loin et pas 2020. loin à la fois, en Je fait. crois Ouais. qu'il y a moyen que c'était peut-être 2021 à Clubhouse. Non, C'était. 2023, là? Ouais, c'est peut-être 2021, t'as raison. Je pense que C'était c'était après la crise du 2021. Covid, ouais. En fait, Clubhouse, c'est vrai que ça a foiré, mais moi, l'application a foiré, mais je vais te dire, c'est genre le meilleur réseau social de la Terre pour moi. C'est là où j'ai eu un peu mon épiphanie entrepreneuriale. En fait, à New York, j'avais une vie hyper gypsy. J'étais dans des énormes colocs, c'était ambiance auberge espagnole, j'ai toujours été très entourée, je suis un animal social, donc j'ai besoin de l'énergie des autres. Si je suis toute seule, je m'ennuie, je tourne en rond, j'ai beaucoup de mal à m'énergiser, tu vois. Et je me retrouve en plein Covid, dans un appartement que je viens d'acheter, où je suis malheureuse comme une pierre parce que j'ai même pas de meubles, parce que je suis pas livrée. Mon canapé, il a mis 3 mois à arriver. Ouais, putain. J'avais un tapis, j'avais un bureau de récup, tu sais même pas le truc où tu te dis, tu passes genre 16 heures par jour dessus, sans blague, hein, c'est mes premières heures quand j'ai été entrepreneur, 16 heures par jour à mon bureau et j'avais un truc genre ramassé dans la rue, limite, tu sais, rangé par les mythes, et un lit. Et j'ai même pas de frigo à ce moment, j'ai même pas de frigo à ce moment-là. J'ai un garde-manger où j'ai une plaquette de beurre. Enfin, franchement, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais si tu te demandes pourquoi j'étais sur Clubhouse, voilà, t'as le Ouais. tableau, l'image d'Épinal, elle est là. Je me retrouve en sécheresse affective, un truc qui m'est jamais arrivé de ma vie. Je suis toute seule dans un appartement vide et j'arrive pas à avoir d'idées sans les autres. En fait, j'ai trop besoin d'échanges. Et sur Clubhouse, je rencontre mes premiers amis entrepreneurs. On peut peut-être redire aux gens ce que Ouais. c'est Clubhouse, peut-être Ouais. avec tes mots. C'est un réseau social basé sur la voix, du coup qui a périclité très très vite. Mais qui a eu une croissance fulgurante Infini au début, ouais. et une chute encore plus fulgurante. Ouais, en fait, c'est un peu. Il y a eu l'effet de mode, il y a eu des produits Covid. Il y avait House Party aussi, tu te souviens de cette application? En fait, tout d'un coup, il y a des produits qui ont décollé avec Ouais. le Covid et qui se sont éteints en même temps. Et là, l'idée de Clubhouse, c'était tu te branchais. Tout le monde, j'aimais beaucoup, c'était les prémices de l'économie des créateurs. Ouais. Il disait en fait, chacun peut être un créateur. Si tu as un smartphone, tu peux commencer à créer, avoir ta room, développer ton audience. Et déjà, genre, le positionnement de l'app était waouh. Et je pense que ça a décomplexé beaucoup de personnes qui, tu vois, sur LinkedIn, j'avais des complexes. Et en fait, je me suis retrouvée sur Clubhouse à animer des rooms. Moi, ça faisait 10 ans que je faisais du growth. J'étais formée aux États-Unis. Et quand je lisais les posts LinkedIn des mecs, je me disais, ah, mais je suis pas. Enfin, en fait, je saurais pas faire un truc comme ça. Et le fait que ce soit un réseau 100% instantané, tu te rends compte qu'en fait, si tu es sur une scène à débattre en temps réel, il n'y a pas le filtre LinkedIn. Ouais. Il n'y a pas la secrétaire qui a écrit ton post pour toi. Et là, en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, j'en connais beaucoup. En fait, j'ai plein de use cases, j'ai plein de trucs à raconter. Et en fait, c'est la première plateforme où je développe de l'audience et où je me sens bien parce qu'en plus, je me dis, c'est du réseau social, mais il n'y a pas de fake, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas genre j'ai une belle photo, ça marche bien parce que je suis mieux habillée que les autres, j'ai le réseau de l'école qui me pousse. En fait, c'est juste toi, ta voix. Tu vois, c'est un peu t'habiter ton couteau. Ouais. Désolée pour l'expression, mais j'ai aimé ce truc sur Clubhouse où en fait, tous les gens qui avaient le syndrome de l'imposteur, en partant de rien, ils ont pu se dire, bah en fait, mon savoir-faire, 10 ans d'expérience, ça compte et je peux enfin le valoriser. Et t'es monté à combien de followers toi dessus? 33 000, Ah, un c'était truc quand même, comme c'était quand même ça. assez fulgurant parce que Même plus. en vrai, tu vois, j'ai du mal en fait à me rappeler pendant combien de temps on a été sur Clubhouse. Ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois, non? Moi plus, moi je suis restée presque un an. Je suis partie parmi Ah bon les derniers parce que c'était aussi, tu vois, tu vas me redire, oh là là, mais Cosette. Mais en fait, comme j'ai travaillé seule dans cet appartement, Clubhouse me donnait une routine. Tous les matins, je commençais à 9h et je faisais du live consulting. Et tu faisais une room, t'avais Ouais. donné un nom, etc. Ouais, ça s'appelait Gross Acquisition et on faisait avec Fabien Ferreira, Avec que Fabien, tu dois ouais. connaître. En fait, et au début, c'était très dur parce que parfois, il y avait 1600 personnes dans la room. Donc, à 9h du mat, t'es devant 1600 1600 personnes. personnes. Ouais, Putain. le début, on avait une audience de dingue. Mais en fait, c'est un tips aussi qu'on peut donner. C'est si tu fais un truc vraiment très dur, même si t'es pas le meilleur, même si t'es pas le meilleur orateur, même si t'as pas le meilleur diplôme, même si t'as pas fait les meilleures boîtes, si tu fais un truc vraiment très dur, personne va y aller, tu vas créer ta niche. Ouais. Et en fait, personne n'était capable, à part Fabien et moi, d'être assez fou pour se dire on se lève le matin et on va potentiellement s'afficher devant 1600 personnes parce que on n'a pas répondu le bon truc ou on a cité un bouquin, c'est pas le bon titre. En fait, on a fait un truc vraiment difficile. Même aujourd'hui, avec le recul, je me dis je pourrais pas le faire. Tous les matins à 9h, live audit pendant 1 heure. Et les mecs qui montaient, je peux te dire Hugo, mais on a eu des dingueries parfois, on comprenait même pas ce qu'ils disaient et il fallait quand même trouver une réponse. Et
Et moi, ça m'a donné un rythme. En fait, ça me donnait le rythme de me lever le matin, tu sais, comme quand tu es Et au d'avoir une chômage. routine de création de contenu en fait, et Ouais. en fait une rigueur qui en fait aujourd'hui il faut garder quand on a un podcast, Mm. quand on a une chaîne YouTube, quand on a un compte LinkedIn, quand on a une newsletter, quand on a tout ça. Et par exemple, moi ce qui m'avait frappé aussi à l'époque de Clubhouse, c'était un peu, alors je sais pas si c'était arrivé avant, mais c'était le moment aussi où justement on commençait à parler de, pas de mafia des créateurs de contenu, mais Mhm. on sentait que les créateurs de contenu avaient compris ce que tu appelais, j'ai déjà oublié le nom que tu avais utilisé tout à l'heure, mais en fait qu'ils pouvaient profiter les uns des autres Ouais, des audiences des uns et des autres. le Donc champ par exemple, uni. Fabien fait quelque chose avec toi parce qu'il va y avoir ton audience, et toi tu Ouais. fais un truc avec Fabien, ce qui va y avoir l'audience Mhm. de Fabien, tu vois. Alors oui et non, je vais te dire un truc qui a très bien marché sur Clubhouse, c'est qu'en fait, le fait d'être autant en direct, tu vois tout de suite la nature des gens. C'est comme on m'a dit hier, le test ultime quand tu es en couple ou en amitié, c'est partir en vacances avec les gens. Ouais. En fait, tu peux faire des lives avec des gens ou des podcasts et avoir genre un super feeling. Mais quand tous les matins à 9h, tu es en live audit dans des situations sans filet, tu vois tout de suite la nature des gens. Et peu importe le nombre d'abonnés, tu vas avoir des feats naturels qui vont se créer. Par exemple, sur Clubhouse, tu voyais ceux qui étaient là pour se mettre en avant et qui allaient même écraser les co-roomers, tu vois, c'est-à-dire ça finissait par un peu se marcher dessus. Et tu voyais les mecs comme Fabien, typiquement, où il y avait une règle implicite entre nous de on sait que winner speak last. Tu vois, le dernier à répondre quand tu fais du live consulting, même 5 secondes de plus, ça te permet de faire une meilleure réponse. Et avec Fabien, c'est ce moment où je m'en foutais d'ailleurs, Fabien avait pas spécialement beaucoup d'abonnés. Mais Fabien, il y a eu une adéquation, il y a eu un culture fit de malade entre nous. C'est la règle implicite de respect de on se renvoie la lumière, on se met en avant, on se permet de gagner du temps, on est capable de sentir l'un et l'autre comme des cofondateurs. Tu connais ce truc-là de Ouais. ta meilleure team, en fait, c'est ceux qui te font te sentir bien, valorisé tout le temps. Et avec Fabien, je pense que notre room, elle fonctionne pas parce qu'on fait de la cross-promo, pas parce qu'on est pile au même niveau, elle fonctionne parce qu'on est tout le temps, genre comme une équipe, en train de se sortir de la sauce, de mettre le gilet de sauvetage sur l'autre et de se dire, parfois, tu vois, c'est le premier qui dégaine le micro, c'est waouh, il y a une question hyper dure. Et il y avait cette règle implicite, et je pense qu'il y a peu de gens sur Clubhouse qui ont trouvé comme nous ce fit humain qu'on a eu après avec Guillaume. Et tu vois, plus que de la stratégie, c'est vraiment ce truc de bien se traiter comme des cofondateurs qui a fait que notre room, il y avait une bonne ambiance, notre room, il n'y avait pas de temps mort, c'était la solidarité en fait. Ouais. Donc ça, tu fais ça pendant un an en mode routine, etc. Ouais. Dans le même temps, tu continues d'écrire sur LinkedIn, du coup ton audience doit monter peu à peu, etc. Je crée un système, Ouais. tu vois, ça C'est va ça. te plaire. Je redistribue tout. Et à quel moment, du coup, par exemple, tu vas te mettre à créer un podcast, tu vas avoir une newsletter, en fait, à quel moment tu commences à vraiment jouer le game de l'audience et de la personal brand, en fait, quoi. Comment ça évolue? Parce que donc là, du coup, tu as monté ta première boîte, tu as monté ton Ouais. side. Tu me disais, je crois, au bout de 6 mois, du coup, tu quittes ton CDI. Ouais. Et là, tu te mets en mode à fond. Et Clubhouse à arrive fond. à ce moment-là. Voilà, donc à fond, en Ouais. fait, en gros, création de contenu et Richmaker, c'était Mm. du coup tes deux activités. Quand je dis création Ouais. de contenu, c'est du coup oral avec Ouais. Clubhouse, Clubhouse. mais également à l'écrit, plus des lives, du coup. Mm. C'est quoi la suite encore une fois, comment ça évolue après? Ça évolue que grâce à Fabien, qui a été mon premier ami entrepreneur, grâce à Fabien, je prends confiance, je suis avec la bonne team pour la première fois de ma vie m'exposer. Tu vois, ce mot, en fait, si t'es dans un taf de geek, c'est vraiment violentissime le passage de l'autre côté. Et en fait, donc grâce à Fabien, je commence à me dire, putain, en fait, genre, je peux le faire et c'est de plus en plus facile parce que je suis bien accompagnée. Et en fait, arrivent les vacances d'été. Donc Clubhouse, on a commencé en février. Moi, je quitte mon taf en novembre. Février, du coup, je commence Clubhouse et là, l'épiphanie, c'est le moment aussi où je commence mon premier live avec Benoît, c'était en décembre, donc ça faisait 1 mois que j'étais sans CDI. Premier live LinkedIn de ma vie, première fois où je suis en vidéo, tu vois, en direct. Et là, je commence avec Fabien à faire du Clubhouse et arrivent les vacances d'été. Et là, c'est la corde raide. Il y a Fabien et Guillaume donc, qui font tous les matins avec moi ces rooms, qui créent toute ma production de contenu parce que je redistribue les rooms sur LinkedIn et je recycle tout et c'est mon moteur en fait, même humain. Les mecs me disent « Mais Caro, t'es bien gentil, mais nous en fait on a une famille. » Et ils me le disent pas comme ça, hein. Mais moi je l'entends comme ça. En fait, ça appuie sur toutes mes souffrances de solitude. Les mecs me disent, mais Caro, en fait, nous on va partir en vacances là tout le mois d'août. Qu'est-ce que tu vas faire toi? On va pas faire des rooms, hein. Faut s'occuper des enfants et tout. Et là je me dis,
En fait, je suis toute seule et je leur dis, mais les gars, je peux pas faire sans vous. C'est ta team, tu vois. Et donc, je dis, bah, j'arrête Clubhouse. Si vous le faites pas, je le fais pas. Et je me dis, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Et ça faisait un moment que sur Clubhouse, tu vois, avancer en faisant. Le fait d'être tout le temps en écoute active des réseaux sociaux. Les gens, ils disaient tout le temps, on peut pas enregistrer vos rooms. Il y avait des gens qui nous disaient, c'était hyper touchant d'ailleurs, qui disaient, mais j'enregistre vos rooms, donc avec un enregistreur. Avec un dictaphone, avec l'iPhone, ouais. Moi, je trouvais ça fou. Pour te dire à quel point il n'y avait pas encore beaucoup de création de contenu à ce moment-là. Et du coup, je me dis, bah, et si je faisais un podcast? Et du coup, tout le mois d'août, je me mets à fond pour comprendre comment est-ce qu'on fait un podcast. J'avais fait un bundle avec des créateurs de contenu et il y avait une formation par Safia Gourari, crée ton podcast. Et moi, j'avais déjà lancé un podcast 6 mois avant qui était un four, qui s'appelait Les Rendez-vous du co-marketing. Enfin, j'avais fait tout ce qu'il fallait pas faire et j'attendais que le référencement naturel agisse comme ça et m'apporte tes abonnés. Donc, je l'avais pas bien distribué et là, je me dis en fait, j'ai un mois, j'ai rien d'autre à faire, je vais me mettre en mode ermite. Je me mets en mode zombie et je mange toute la data que je peux manger, anglophone, tous les pays que tu veux, tout ce qui s'écrit sur le podcast, comment fonctionne l'algorithme Apple Podcast, qui a un rôle crucial quand on fait du podcast, YouTube, tout ça. Et en fait, je prends toute la connaissance que j'ai pas. Et en fait, au 1er septembre, je commence avec un épisode par jour et je fais 60 épisodes par jour d'affilée. Et là, c'est donc seulement toi et un micro? Moi, il y a un micro Amazon, j'habite en rez-de-chaussée, je suis toujours dans mon appartement parisien, en plein 20e arrondissement. Et en fait, voilà, j'ai juste été... les mecs m'ont dit, on te laisse toute seule pendant un mois, trouve de quoi t'occuper. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de faire ce que je fais sur Clubhouse, c'est-à-dire que chaque matin, on avait un peu des thématiques. Les gens viennent, posent une question, comment optimiser ma landing page, comment faire ça. Et je me dis, bah, aujourd'hui, les podcasts marketing, t'écoutes 1 heure, mais à la fin, je me disais toujours, peut-être c'est les cerveaux d'hyperactifs, mais je me disais, putain, en 15 minutes, je l'aurais dit. Tu sais, j'avais ma fiche et j'étais là, pourquoi t'as pas fait des bullet points et tu m'as... Et c'est après d'ailleurs un truc dans l'écosystème podcaster où j'ai dit au mec, mais la valeur de faire des résumés, de redistribuer, de recycler ton contenu, c'est bien les contenus longs, mais vas-y, fais un petit résumé de 5-10 minutes. Et donc mon podcast naît de ce constat de... Toi, les épisodes, ils étaient hyper courts, je crois. Ouais, 10 minutes. Ouais, ça 10 minutes. C'était du... je sais plus comment ça s'appelle, microcast, je crois. Mini-pod, je sais plus comment ça s'appelait. Mais ça existait aux États-Unis et pas en France. Enfin, il n'y avait pas de contenu hyper court, sauf en mindset, en développement perso. Et donc là, tu montes Marketing Square. Ouais, je lance Marketing Square. Tu faisais un peu au début, tu vois, le jingle faisait marrer tout le monde. J'ai fait tous les... Encore une fois, c'est pas un truc genre Marketing Square. Marketing Square. En fait, c'est un jingle que j'ai payé genre 30 balles sur Fiverr. Ah ouais. J'ai fait, en fait, comme quand j'ai lancé ma boîte, j'ai fait du quick and dirty. Je me suis dit, je vais acheter un micro Amazon à 100 balles. J'ai fait gaffe à rien à part une thématique par jour. Et quand je donne une thématique, par contre, là, c'est généreux. C'est tout ce que j'ai compris. J'allais jamais, tu vois, moi, je m'influence pas trop du contenu des autres parce que je trouve que, en fait, c'est le travers aussi de l'IA. Je veux pas trop digresser, mais j'essaye toujours de pas aller trop me documenter et je réfléchis toujours à sec sur une thématique. Et ça m'a beaucoup aidé en production de contenu. Et c'est là où je trouve que tu développes une patte. C'est que c'est trop bien de s'inspirer. Mais je me suis rendu compte que la plupart des créateurs de contenu, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient lire 10 articles et après, ils en faisaient une synthèse. Et du coup, c'est comme ça qu'on crée pas de contenu original. Et moi, ce que je faisais avec le podcast, c'est que je m'empêchais d'aller regarder. Je prenais les thèmes sur Google, c'est-à-dire je vais marquer partenariat, je vais voir comment faire un partenariat, quels sont les exemples de partenariat. Donc je faisais un peu du newsjacking. Je me disais c'est quoi les thèmes qui ressortent là où il y a de la demande. Et après je réfléchissais à sec. Et je me posais 20 minutes en mode autiste comme ça. Je me mets dans ma bulle et je dis qu'est-ce que je peux sortir sur ce sujet. Et je trouve que c'est la bonne façon dont on parle pas assez pour créer du contenu vraiment original. C'est pas trop se nourrir paradoxalement des autres. Sinon tu te prives de toutes tes idées qui sortent de tes tripes, tu vois, et de ton expérience. Donc du coup là tu crées Marketing Square, donc là on est en 2021 par là ou non c'est 2021. C'est 2021. Donc 2021, donc du coup c'est un podcast qui a aujourd'hui 2 ans. Ouais. Moi je trouve que c'est intéressant qu'on s'attarde là-dessus. Alors pourquoi? Parce que déjà moi ça m'intéresse, parce que je suis en train de monter ce podcast, donc je veux avoir un maximum de conseils. Et je pense qu'il y a plein d'autres gens qui sont un peu dans cette thématique de la création de contenu. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de podcasts. Ça va devenir quelque chose de plus en plus normal, etc. Et encore une fois c'est très bien. Déjà en fait au bout de 2 ans, c'est quoi un peu les chiffres de Marketing Square? Au bout de 2 ans, les chiffres en termes de revenus? Alors, revenus, les vues,
ce que ça t'apporte. Enfin, Ouais. je sais pas, est-ce que tu peux nous donner deux, trois éléments là-dessus? Alors, le meilleur indicateur, je vais vous donner 3 chiffres. Le premier chiffre, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est la croissance du podcast. C'est-à-dire, je suis à peu près 10% de croissance par mois sur mon En podcast. termes de vues. Ça, en termes du coup, d'écoute. Tu Ouais. vois, Oui, ça, pardon, c'est ce qui d'écoute, oui. compte vraiment pour moi, c'est la croissance. Et je trouve que si vous vous lancez dans le podcast, c'est ce que je disais tout le temps quand je faisais mes formations là-dessus, ne pas demander à un podcasteur comme Aline Bartoli, tu fais combien d'écoutes? Ah, 50 000 écoutes par mois. Ouah, genre, j'y arriverai jamais. Donc, partir toujours, moi je me dis toujours, c'est la stratégie des petits pas. Je suis toujours sur le pourcentage d'augmentation. Des Je effets fais la- cumulés, quoi. Parce que Ouais. si tu augmentes de 1% tous Ouais. les mois, bah, dans 2 ans, Mm. ce sera pas mal, quoi. Je trouve que c'est ça qui permet vraiment de mesurer l'effort et qui permet de voir, ok, les bons mois, les mauvais mois. Je me dis, ok, il faut tout le temps que je sois en croissance. Si je suis pas en croissance ou si je suis moins en croissance, ça m'est arrivé d'être flat. Tu vois, l'été, il est difficile à passer chez les podcasteurs. Et du coup, l'été, si tu Pourtant, fais... j'aurais tendance à dire que l'été, les gens, ils écoutent beaucoup de podcasts, non? Pas chez moi. En fait, si tu es dans le mindset, oui. Moi, je suis quand même sur des épisodes pratico-pratiques et ma promesse, c'est à chaque fin d'épisode, tu peux transformer une partie de ton business. Au mois d'août, par exemple, les gens, ils se mettent un peu off. Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait après, c'est des hors-séries. Enfin, on pourra en parler si tu veux, mais il y a plein de trucs que tu peux faire. Ce qui a vraiment bien marché cette année, c'est les best-sellers. Donc, remettre tes épisodes de l'année qu'on cartonnait, les gens ont adoré. Les épisodes estivaux hors-série, ça marche bien. Mais si tu restes dans ta ligne édito, moi, en tout cas pour ma part, qui est aider les professionnels dans leur problématiques du quotidien, l'été, ils en ont ras la casquette, ils ont besoin de couper. Il faut que toi, tu sois aussi... si tu veux les garder avec toi, faut pas que tu sois trop dans la répétition. Donc, mon premier chiffre, moi, que je regarde, c'est toujours vraiment la croissance du podcast, la croissance globale. Ok. Le deuxième chiffre qui est important pour moi, c'est le MRR. Aujourd'hui, Marketing Square, je l'ai développé comme un SaaS. C'est-à-dire que j'ai des plans sponsors et du coup, j'ai un MRR de 20K par mois. Ce qui est important à dire, c'est que sur la monétisation, on va entendre plein de légendes sur le sujet. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est un peu, comme je te dis, la stratégie en création de contenu. Si tu veux vraiment faire un business qui te ressemble et être à l'aise avec ton pricing, tout ça, regarde pas trop à côté. Tu vas t'influencer. Parfois, en stratégie de pricing, par exemple, un truc qu'on dit, c'est sors-moi le modèle le plus ubuesque, le plus genre what the fuck que tu pourrais sortir. Et souvent, c'est les meilleures idées. Donc, moi, ma recommandation, c'est si vous voulez monétiser votre podcast, allez pas trop regarder combien ça coûte un podcast pour 1000 écoutes, machin, parce que vous allez vous déprimer. Le CPM en podcast, il est en général en dessous de 100 euros. C'est pas 5 balles pour 1000 écoutes, non? Ah, ça, c'est... Alors, Non, moi, ou sans écoute, je sais plus. normalement, normalement, le CPM, donc coût pour 1000 écoutes, il est sur des podcasts un peu qui ont autorité, tout ça, autour de 100 euros. Ah, 100 euros quand même. 100 euros. Mais ça reste hyper faible. Et en fait, moi, quand je suis arrivée, que j'ai écouté les podcasts de Pauline Léniaud, ça me rajeunit pas, mais à l'époque, les seuls à en parler, c'était Pauline Léniaud et Mathieu Stéphanie. Oui, qui sont en fait les deux. En fait, eux deux, en termes de chiffres, Ouais. en fait, après, quand tu prends le troisième, quatrième, etc., il y a déjà un gouffre énorme, quoi. Mm. Mais c'était les seuls, en fait, ils ont vraiment, moi j'oublierai jamais, enfin, c'est les seuls qui ont documenté, et c'est pour ça que c'est ça qui m'a donné envie après de me dire, putain, on a une responsabilité quand on est là, c'est que c'est eux qui ont commencé à dire, bah voilà ce qui se passe, voilà comment ça se vend un podcast, tout ça. Donc c'est bien de prendre les référentiels, mais ne le faites pas trop, parce que vous pouvez pas vous comparer. Et moi, l'idée que j'ai eue au début, on m'a dit, mais comme tout, hein, comme mon jingle, comme ma couverture, on m'a dit, mais c'est ridicule, et au final, c'est un modèle qui m'a vachement aidé. Le modèle du MRR, il te permet vraiment de grandir avec ton podcast. Aujourd'hui, grâce au modèle du MRR, c'est-à-dire j'ai un sponsor par mois et je construis avec lui les épisodes, et ça te permet non seulement de créer du revenu qui est récurrent, donc tu n'as pas la trouille du podcasteur d'aller tout le temps chercher des nouveaux sponsors. Tu dis, moi au début de l'année, j'ai 12 slots et j'ai 12 mois dans l'année, j'ai 12 sponsors. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai découpé comme ça. Et au début, les gens étaient là, enfin, tu vois, les régies, par exemple, m'ont ri au nez, ils m'ont dit, mais du coup, tu redistribues pas tes épisodes? Bah non, je m'en fous, j'ai 3 épisodes par semaine. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui te sponsorise le mois de janvier, Ouais. ça veut dire que là, en fait, pendant tout le mois de janvier, même si j'écoute des épisodes de l'année d'avant, Ouais. ça va être, par exemple, imaginons, on va prendre un nom au hasard, Ouais. HubSpot. Ouais. C'est HubSpot qui te sponsorise tout ton mois de janvier. Mm. C'est-à-dire qu'il va être en début et en fin d'épisode, Début seulement Ouais. en début, seulement pour les épisodes qui sont au mois de janvier ou pour tous les épisodes qu'on écoutera au mois de janvier.
Alors, seulement pour les épisodes qu'on a fait ensemble. En gros, moi, avant de faire de Ça l'influence... bouge pas, donc c'est pas comme Matt Stéphanie par exemple qui, Exactement. si lui change de podcast, je pense que ça, en fait, je pense que les annonceurs, il sera également, je crois que c'est mon 12 ou 13e invité, Matt, donc du coup, il pourra également en parler, mais lui, je suppose qu'en fait, il part en fait d'un annonceur qui dit par exemple, je sais pas, j'ai 20 000, 30 000 euros de budget. Exactement. Il dit bah écoute, c'est tel coût par 1000. Et en fait, dès que tu as utilisé ton quota, tu passes au sponsor d'après en fait. Exactement. Lui, Ça, c'est le modèle du CPM. Tu as le modèle des épisodes invités aussi. Donc les invités payent leurs épisodes. Il y a plein de podcasts aussi qui fonctionnent comme ça. Je sais que par Matt, lui, ça le fait pas du tout. Moi, j'aime pas trop ce modèle non plus. Mais j'aime pas le modèle du CPM parce que tu mets du temps à gagner de l'argent. Et en fait, ce qui est important pour avoir vraiment de la croissance sur ton podcast, c'est tout de suite aller à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est quoi ? C'est avoir peut-être des beaux invités. Tu vois, je pense à Flomodia, par exemple, le podcast. Donc, eux, c'est la stratégie des gros invités. Donc, les stratégies des gros invités, c'est mettre peut-être un sales, un commercial qui va démarcher, ou alors faire des belles invitations. Donc, c'est investir de l'argent. C'est potentiellement avoir un monteur qui te libère, qui t'achète ton propre temps, qui te libère du temps. Donc, un monteur, tu le sais, ça coûte cher de développer des épisodes, surtout quand on fait de la vidéo. Donc, en fait, moi, ce que j'aime bien avec ce modèle-là, c'est qu'en fait, tu as tout de suite de l'argent, tu as tout de suite de la trésor. Et ce que j'aime bien aussi, et je pense que ça va te parler, c'est que moi, je suis toujours dans un truc très court-termiste. Je sais pas où je serai dans un an et ça m'intéresse pas. Et ça me rassure pas du tout de me projeter. Je me dis, là, le podcast, ça me fait kiffer. J'aurais jamais pensé sortir 300 épisodes. J'aime avoir ma liberté et me dire, si demain, ça devient un poids pour moi, je fais partie de cette génération qui a peur de l'engagement où je me mets jamais des boulets aux pieds. Et du coup, le fait de vendre les épisodes au moment où ils sortent et de les offrir aux sponsors, c'est intéressant pour les sponsors parce qu'ils achètent en termes de référencement des épisodes qu'on a fait ensemble. Donc HubSpot, je les positionne sur la vente. AgoraPulse, je les positionne sur les réseaux sociaux. Donc pour eux, c'est une bombe en référencement. C'est un investissement et pas une dépense. C'est pas au bout de 1000 écoutes, tu as dépensé ton argent et basta. Ils sont achetés, ils sont produits ensemble. Donc je trouve que c'est un vrai win-win de travailler comme ça. Et du coup, c'est un truc que je voulais vous partager. Je sais que tu as une audience de créateurs aussi. Pas hésiter sur le pricing à en fait faire vraiment des trucs, même si au début tout le monde vous dit c'est aberrant, c'est grâce à ce modèle que mon podcast, il a vraiment, aujourd'hui j'ai un studio de production, je fais de la vidéo, j'ai lancé l'agence parce que j'ai eu ce modèle de MRR qui a fait que j'étais pas en train de galérer à chercher des sponsors, j'étais pas en train de vendre à 100 euros les 1000 écoutes. Sinon, j'aurais pas beaucoup avancé, quoi. Ouais. Moi, j'avoue que c'est un peu la stratégie que j'ai eue avec le podcast où du coup, j'ai trouvé le sponsor du coup qui est Shine, qui du coup en fait, là pour le coup, Timène en plus m'a sponsorisé alors que j'ai même pas encore tourné les épisodes. Ça se joue quand même pas mal à la confiance et du coup, ils anticipent que le podcast va avoir telle audience et telle notoriété par rapport en fait à l'audience que j'ai déjà et par rapport aussi à la liste des invités que j'avais validée, quoi. Mais ok, très intéressant ça, parce que c'est vrai que du coup c'est quand même une question que je me posais, parce que moi je me disais que j'allais faire ça au début et qu'après justement j'allais partir en fait au coup par 1000 et tout, mais même si en fait j'ai aucune idée, tu vois, moi j'ai zéro objectif en termes de nombre de vues ou quoi, je sais pas en fait si 1000 vues c'est bien, 10 000 vues c'est bien, 100 000 vues c'est mieux, je sais pas en fait à quel point ça peut être facile, difficile ou quoi, etc. Qu'est-ce que tu pourrais donner d'autre comme conseil à un mec justement comme moi là qui va lancer son podcast? Donc là, j'en suis à l'étape où je suis en train de, du coup, de faire tous les recordings, donc tous les enregistrements. J'ai une première saison. Je pense que je vais essayer de faire ça par saison, tu vois, saison 1, saison 2, avec une saison, en fait, grosso modo, tous les 2 mois, tu vois, du coup, pour pouvoir sortir un épisode toutes les semaines et d'essayer d'après de faire tous les tournages un peu en même temps pour batcher. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Qu'est-ce qu'il y a d'autres conseils qui te viennent à l'idée, là, pour un mec qui est à mon étape, là? C'est parfait parce que ça me permet de livrer mon point 3 sur le chiffre. C'est le chiffre 1, c'est premier dans la catégorie marketing. Et mon vrai gros conseil, Hugo, c'est le positionnement. En fait, la marque personnelle, le podcast, tout le marketing, c'est basé sur le positionnement. C'est à quel point est-ce que tu arrives à servir, tu vois, à un moment donné, une audience sur telle thématique. Et le gros problème que je vois aujourd'hui chez les podcasteurs, c'est que tout le monde fait un contenu qui est encore trop généraliste. Arriver avec une promesse, comme le fait un produit ou une marque personnelle, c'est-à-dire, je te donne un exemple, moi, ma promesse sur Marketing Square, c'est à la fin de chaque épisode, vous êtes prêt à transformer une facette de votre business. Il faut que tu trouves à la fois la tonalité de ta promesse et ta promesse. Ta promesse, ça peut être aussi bête que en 20 minutes par semaine,
je vous aide à lever des fonds. En 20 minutes par semaine, je vous fais progresser en entrepreneuriat. Vous devenez un meilleur entrepreneur. Il faut que tu arrives à trouver ton positionnement. Et une fois que tu es positionné, là, tu peux vraiment scaler. Tu peux passer à l'échelle, tu peux aller dans les autres catégories, mais en fait, tu as créé un truc qui t'est propre. Et je trouve que c'est là aujourd'hui où les podcasteurs parfois se cherchent un peu. Beaucoup de marques personnelles. Tu vois, hier, je parlais avec Alexia Borg, elle est dans le label de Mathieu. Le podcast d'Alexia Borg, c'est bien, mais ça, c'est difficile à passer à l'échelle parce qu'en fait, tu n'as pas de positionnement. Tu ne peux pas te positionner par rapport à ma marque personnelle, sauf si tu es Céline Dion ou vraiment, tu vois, une icône, tu vois, Beyoncé ou Oprah Winfrey. Mais nous, on peut pas, moi en tout cas, si j'avais fait le podcast de Caroline Mignot, je ne serais pas allée bien loin, même avec une grosse audience. Parce que l'étape d'après, c'est toujours cette stratégie de catégorie management, comme si tu étais un produit. Sois premier dans ta catégorie et après, avec qui tu peux t'allier, tu vois. Avec quelles sont tes catégories jumelles, quelles sont tes catégories sœurs, quelle catégorie tu peux faire du débat. Et après, c'est encore une fois cette stratégie d'écosystème et d'alliance. C'est ça que moi, dans mon cas, en fait, c'est un podcast business, entrepreneuriat. Mais du coup, en fait, par rapport à ce que tu me dis, c'est trop généraliste et c'est trop large. Et c'est pas assez positionné, en fait, pour exister plus facilement, en fait, au milieu de tous ces podcasts, justement, qui sont déjà des podcasts business, entrepreneuriat, etc., quoi. En fait, tu apprends en faisant. Et moi, comme je te dis, le premier positionnement de Marketing Square, c'était 10 minutes, craquer une thématique. Je faisais un espèce de mini Google. Je pense que plus tu vas avancer dans tes épisodes, et là déjà, tu me l'as dit quand je suis arrivée, tu m'as dit « Ah Caro, c'est marrant parce que tu es la 7e invitée, et ça y est, je commence à... » J'ai compris comment c'était foutu. Il y a cette phrase que j'adore qui dit la vie, c'est comme une broderie. La première partie de ta vie, tu vois que tout est beau parce que tu es du côté joli de la broderie. Et tu vois que tout est beau, mais tu te demandes comment c'est fait. Et quand tu passes de l'autre côté, tu te dis « Ah putain, c'est moche, mais ça y est, je comprends comment c'est foutu. » Mais c'est ça, quand tu deviens podcasteur, tu te dis « Ah, mais en fait, j'aurais pas pu craquer ça de l'extérieur, mais ça y est, ça te vient naturellement. » Et la stratégie, elle va venir comme ça. Peut-être qu'au bout de 10 épisodes, tu vas dire « Ah, je m'appelle Club Sandwich, est-ce que je fais pas un truc sur la pause déjeuner ? Et est-ce que c'est pas un format, soit 20 minutes si c'est une pause ricaine, soit 1 heure si c'est une pause française ? Et est-ce que c'est pas tous les midis, je te sers les meilleurs contenus de la semaine sur un plateau ? Enfin, tu vois, ça va venir comme ça, je pense, en faisant. Ok, merci pour ces conseils. Il y en avait un que tu avais donné que j'avais bien aimé, en fait, aussi, c'est de dire quand on lance un podcast, j'avais vu, je crois que c'est un réel ou je sais pas, quelque chose où tu es face micro, d'ailleurs on sait pas s'il y a quelqu'un en face ou c'est quelque chose que tu as tourné, miroir, voilà, on en parlera. qui est pas mal à la mode aujourd'hui, où tu disais par exemple, pareil, ça sert à rien quand je vais lancer le premier épisode, il faudra que j'en ai déjà posté au moins 3 ou 4, parce que sinon en fait les gens qui vont arriver sur le premier épisode, en fait, ils vont être. Ça sert à rien parce que du coup, ils vont se barrer et c'est pas dit qu'ils reviennent un jour. Alors que là, s'ils ont kiffé l'épisode sur lequel ils sont venus parce qu'ils l'ont vu dans la newsletter, sur LinkedIn, sur TikTok ou autre, et ben ils vont potentiellement réécouter un deuxième ou un troisième parce qu'ils sont déjà postés, quoi. Il y a tout ça sur tous les contenus concrets, il y a cet effet back catalogue, mais particulièrement sur les podcasts, parce que les podcasts ne se distribuent pas par eux-mêmes, à part l'algorithme Apple Podcast. Mais du coup, il y a un énorme problème de distribution pour les podcasteurs, dont j'ai fait les frais à mes débuts avec mon premier podcast, où je me suis dit, le référencement naturel va faire son effet et je vais avoir des auditeurs. Non, un podcast, il est sous perf. Il faut que tu lui trouves une perf. Il est perfusé à quoi ? Est-ce que c'est ton LinkedIn ? Est-ce que c'est ta newsletter ? Mais ton podcast, il ne va pas par lui-même faire sa vie. Ouais, bien sûr. Ce contenu que tu as vu, c'est une émission Comédia avec Harold, où je parlais justement de l'effet de catalogue. Tu as exactement le même sur, par exemple, l'effet cumulé en vidéo. Il est énorme aussi. Sur Instagram, je vais faire une dizaine de Reels. Et en fait, le Reels qui pète, qui fait 10 millions, ça se répand comme une traînée de poudre sur mes autres vidéos, donc je gagne des vues sur tout le reste, même si ça ne marchait pas avant. Et les gens qui sont sur TikTok le voient, cet effet, parce que sur TikTok, tu as beaucoup, justement, cet effet de chance où tout d'un coup, tu as un truc qui pète. Ouais, tu comprends pas. T'as une vidéo que tu trouvais mieux, elle fait 1000 vues, et puis t'en as une qui fait 1 million, t'as pas compris. Et là, ça arrive. Et plus tu vas avoir de contenu en réserve, plus tu vas avoir de catalogue, comme un site internet, plus, au final, plus tu as de produits, plus tu as de chances d'attraper, tu vois. Peut-être le mec, il est arrivé par ça, mais en fait, il va peut-être acheter autre chose. Et du coup, ça améliore tes conversions, en plus de créer un effet cascade sur tes autres contenus. Et un tips qu'on peut donner pour les créateurs qui marchent très très bien justement sur la croissance sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir un miroir. Et je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que je rencontre Clément de l'agence personnelle. Et c'est comme ça qu'on a lancé l'agence. Donc c'est une agence qui permet aux entrepreneurs de créer du contenu marque personnelle.
j'ai mis 1 an à tourner des vidéos parce que je me sentais trop awkward en vidéo. J'arrivais, j'avais pas l'énergie des autres, tu vois, et j'étais seule dans la pièce. Alors si on me regardait, j'étais intimidée, donc j'étais toute moisie. Et en fait, si j'y avais personne, j'avais pas d'inspiration. Le miroir, c'est le mec qui est en face de toi et il a que pour te mettre en valeur. Et c'est ce que fait Clément SSB, mon associé. En fait, on est dans une pièce comme celle-ci et il est de l'autre côté, de l'autre côté de la caméra. Et en fait, il va te poser des questions. Et toi, tu as juste à répondre. Et Clément, c'est un miroir, ça veut dire qu'à aucun moment il apparaît à l'écran. Et en même temps, tu as le côté conversationnel que tu n'auras jamais si tu es tout seul, ou tu vois, il y a toujours un truc, ça se sent quand les gens ils parlent tout seuls. Là, tu as quelqu'un qui t'envoie en fait comme au théâtre, tu vois, quelqu'un qui ou là, comme là, ce qu'on est en train de faire, là, parce que là, du coup, Exactement. avec moi, du coup, qui te relance, là, on voit, du coup, tu mets une énergie de Ouais. ouf, machin, etc. Là, si tu étais toute seule dans ton Ouais. salon, en effet, ce serait pas la même énergie, ce serait pas perçu de la même façon. Et Ouais. ça cartonne. Honnêtement, c'était Guillaume Moubèche, un des premiers à en avoir parlé. C'est l'effet justement, le micro, le plan de travers, et en fait être dans l'énergie du moment, ce qui fait qu'il y a plein de podcasteurs maintenant malins qui se disent, bah, même quand ils se déplacent, ils mettent leur smartphone, et en fait ils vont pouvoir redistribuer tout ça avec des Reels. Et aujourd'hui, vraiment, ça c'est la plus grosse stratégie de croissance. Moi j'ai gagné 30 000 followers quand même sur Instagram en 6 mois, juste avec cette stratégie de les contenus que tu fais, même les contenus invités, redistribuer-les en Reels en fait. Et c'est du quotidien, du coup, la redistribution et les posts. Non, honnêtement, je le fais plus. Je pense, et je sais pas si tu partages mon point de vue là-dessus, mais quand tu es créateur de... Moi, je suis entrepreneur avant d'être créatrice de contenu. Et je me dis toujours que si ma création prend le pas sur mon business et m'empêche de faire mon business, je me calme tout de suite. Et en fait, autant cet été, on était en train de lancer l'agence personnelle. Donc en fait, avant de pouvoir servir les clients, on s'est dit, il faut qu'on teste un maximum sur nous-mêmes. Donc j'étais à 1 par jour. Autant là, tu vois, c'est la rentrée, Refer est en train de sortir. Et je me dis, tu vois, mon cerveau, c'est comme l'étagère de cuisine. J'aime bien cette image. C'est dès que tu mets des pots sur la première rangée, tu fais passer quelque chose derrière. Si tu veux pas burn out, il y a un moment où dans ta création de contenu, il faut... laisse la place aux autres, quoi. Ouais, carrément. Et ça, le podcast, j'ai ralenti. Instagram, j'ai ralenti. Peut-être ça reviendra, mais en tout cas, sur le long terme, si vous voulez vraiment trouver votre fréquence, laissez jamais tomber votre business parce que vous avez de la croissance sur un réseau social. Le business, ça doit être votre moteur. C'est ça qui irrigue le reste. Non mais ok, ouais, non mais en effet, je suis à 100% d'accord avec toi et c'est vrai que parfois on se dit que c'est un peu too much et c'est vrai que Ouais. moi pareil, des fois je ralentis mais j'avoue que comme j'essaye quand même aussi justement moi plutôt que de le ralentir, c'est plus en fait j'essaie de l'organiser, de le structurer davantage Ouais. pour y passer le moins de temps possible et avoir un maximum de trucs planifiés. Souvent moi je suis le premier à poster 2 voire 3 fois par jour sur LinkedIn. Ah Et ouais. par contre, mais est-ce que j'ai toujours un maximum de contenu qui est prêt, Ouais. qui est planifié. Par exemple, tu vois, je ne vais plus commenter. Euh, c'est à la C'est gare- intéressant, ça. Si je fais une Pourquoi? pause, etc. Parce que c'est ça qui prend le plus de temps. Et en vrai, ouais. si on est honnête, il y a quand même les 3 quarts des commentaires, etc. Tu te dis, bon, je vais pas débattre, quoi, tu vois. Enfin, Ouais. mais que ce soit positif ou négatif, même si franchement, moi j'ai du bol. Moi, je pense que je suis un mec, j'ai zéro hater. Ouais. Autant sur TikTok, je me fais insulter de tous les noms. C'est pour ça que, alors, pour le coup, ça, tu vois, je n'y vais jamais. Ouais. Et alors, je réponds encore moins. Mais vraiment, pour le coup, TikTok, je Ouais. pense que Pareil. par semaine, je dois y aller 5 minutes 30. C'est-à-dire que je vais plus voir comment ça évolue, tu vois, Ouais. voir s'il y a une vidéo qui a pété ou quoi. Ouais. Mais pareil, ça, j'ai totalement tout délégué. Sur LinkedIn, pour le coup, là, c'est vraiment du 2, mais même voire 3 fois. C'est-à-dire que j'ai toujours 2 qui sont planifiés. Et quand j'en ai un autre, je dis, putain, il faudra que je poste ça. Tu vois, par exemple, là, pour notre coworking, il y a une pièce qui s'est libérée. Bon, vas-y, je fais un petit post avec la piscine, une petite accroche sympa. Je donne le mail de la nana qui gère les demandes. Et bim, donc ça en fait un 3e dans la journée, quoi. Mais par contre, tu vois, j'ai jamais autant posté, mais j'ai jamais été autant pas sur le réseau, quoi, tu vois. Ok, ouais, intéressant. Moi, je pense que ça me dégoûterait si j'arrivais. En fait, je fais vraiment attention à jamais me dégoûter, tu vois. Donc, dès que je me Moi, je suis un peu dis, dégoûté quand même, tu vois. Je Ah sais ouais que je devrais pas le dire, Ouais. mais c'est pas que je suis dégoûté, mais c'est que C'est le problème de. C'est moi, le je m'en problème sers du plus comme un outil, en fait, tu vois. Maintenant, Ouais. c'est vrai que c'est un peu cynique, Ouais. du coup. Mais déjà, moi, maintenant, c'est rare un peu les contenus qui m'intéressent. Ouais. Moi, du coup, je suis revenu à mes premières amours, je suis revenu beaucoup à YouTube. Donc, je suis beaucoup sur YouTube. Mm. Tu vois, genre, je kiffe des mecs comme Chubam, enfin, il y en a plein, etc. Et vraiment, je suis un gros consommateur YouTube, gros consommateur de podcasts. Ouais. Instagram, pareil, j'ai beaucoup de mal. Et LinkedIn, franchement,
Bah, en fait, c'est que ça devient un peu caricatural, quoi. Ouais, En fait, justement, et moi, je dis ça, moi, je pense que je fais partie un peu de la troisième génération des créateurs de contenu ouais. LinkedIn. Là, on en est peut-être à la quatrième ou cinquième. Mm. Ah, et franchement, ça me fatigue. Franchement, Et souvent. t'as de la chance si ça parce se que- ressent pas sur ta croissance parce que tu vois, moi en tout cas au niveau de mes chiffres, c'est pour ça que je fais toujours attention à pas me dégoûter. Je vois bien que moins j'ai les tripes dedans, moins tu vois, je suis animée par ce que j'ai envie de partager. Ah, alors ça, c'est différent parce que Ouais, pour le coup, j'aime toujours autant écrire. d'accord. Mais Mais en fait, moi, t'en as marre une de fois que je l'ai traîner sur posté, LinkedIn. par contre, moi, Ouais, je tu veux suis pas pas un rester. mec qui va scroller sur LinkedIn, qui va D'accord. aller répondre à tout le monde, qui va Ouais. aller regarder ce que font les autres et en fait, qui me laisse prendre en fait au piège Mm. du réseau social qui te fait rester dessus, en fait, tu vois. Ouais. Donc ça, non, moi, écrire, j'aime toujours autant. Donc c'est pour Mm. ça que, pour le coup, j'ai toujours la même croissance, tu vois. Je sais plus, je crois que je gagne une centaine d'abonnés tous les jours. Ouais. Tu vois, c'est grosso modo ça, ma moyenne. C'est ça que j'en gagne 100 fois 30, c'est quoi, 3000? Mhm. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, en gros, chaque trimestre, ouais, ça va être un peu moins parce que je Ouais. passe pas une dizaine de milliers chaque trimestre. Mm. Tu vois, j'ai dû prendre 25 000 en un an, tu vois, un truc comme ça. Et tu traques encore les abonnés parce que ça, pour le coup, tu vois, plus le temps passe, plus on regarde que les abonnés sur les réseaux sociaux sont en train de devenir vraiment une métrique hyper morte, quoi. Ouais, J'ai l'impression que tous les algos sont en je train regarde de se plutôt les caler vues. sur un modèle un peu à la TikTok et en train de se dire, ah mais en fait, si on veut la croissance de TikTok, faut arrêter cette logique des gros profils qui a déjà beaucoup plombé LinkedIn par le passé. Et j'ai l'impression du coup que traquer les abonnés est de plus en plus une métrique pour signer des grosses entreprises et faire des ventes sur des gros Bah accounts, oui, mais au on va final, pas se mentir, parce que c'est ça que ouais, c'est bizarre, hein, c'est que souvent quand tu trouves des annonceurs ou quoi, ouais, c'est ça ils regardent plus le nombre d'abonnés, Ouais. alors que tu envie de dire, mais en fait, tu devrais me demander une capte écran, le taux des d'engagement. impressions et du taux d'engagement, en Ouais, fait, quoi, tu le vois. taux d'engagement, Et, clairement. et ça, tu vois, par exemple, moi, je sais que le reach avait un petit peu baissé, mais il a vachement Mm. bien repris, donc je suis resté un peu assez normal là-dessus. Non, c'est plus, en fait, je suis assez cynique sur le fait que j'aime écrire, mais LinkedIn, c'est un outil. Et c'est un outil Ouais. qui, on va reprendre l'expression qu'on a eue au début du podcast, c'est un outil qui sert mon système, en fait. Ouais, Mais c'est bien pas, sûr. c'est pas le système. Parce qu'à un moment donné, il y a un an, pour moi, LinkedIn, c'était le système. Tu vois, genre, il y avait que ça. Mm. Alors que depuis, bah, justement, il va y avoir le podcast, il y a la newsletter, j'ai lancé TikTok, Instagram, etc. Et encore que, tout ça, je essaie de le faire de la manière la plus automatisée, et encore une fois, de la Mm. plus... j'essaie de comprendre les codes et de fait, encore une fois, de m'en servir comme un outil. Mais c'est vrai que LinkedIn, pour revenir à ce qu'on disait, après, ça me fatigue, quoi. Le fait Ouais, de- je de comprends. lire. Après, je trouve qu'ils sont en train de faire des évolutions, mais c'est mon côté geek qui parle, et fan de produits, mais je trouve que la plateforme est en train de devenir de plus en plus... Parce que toi, ça, que t'es une user ambassadrice friendly. un peu de LinkedIn. Oui, enfin, je sais pas si je suis ambassadrice, mais oui, je travaille avec eux. Après, je travaille pas avec l'équipe produit. J'aimerais bien, ils me filent des avant-premières, mais ils m'ont jamais dit, Caro, on fait un petit workshop, parce que nous, on fait, tu vois, en tant que patron de SaaS, ils m'ont jamais dit, on fait un petit workshop et on aimerait vraiment bien savoir... Et je comprends pas pourquoi ils le font pas, parce que ça que... En fait, c'est ça aussi qui me dégoûte aussi avec LinkedIn, c'est que par exemple la MP, elle est juste dégueulasse, alors que même que c'est un truc pro, Ouais. ça pourrait être le CRM du Ouais, siècle, de ouf. Ah non, mais et ils l'ont pas fait, quoi. Mm. Enfin, elle bug, ça veut Ouais. dire que tu cliques, t'es obligé, tu sais, maintenant on déteste Ouais. attendre cette microseconde Ouais. quand on clique quelque part. Tu peux pas classer les gens, enfin, t'aimerais, c'est aberrant. c'est aberrant qu'ils fassent pas L'expérience, ça. elle est aberrante. Ouais. Et en plus, ça te dégoûte quand toi-même tu crées des produits parce que tu te rends compte que, en fait, à partir du moment où tu as la masse critique, quelque part ton produit il peut être rincé, les gens ils seront quand même dessus. Et c'est là où tu sais, quand tu as parlé de Clubhouse et que j'ai dit oui, c'est un réseau qui a fail, tu sais, tout de suite je t'ai dit j'aimais le produit. En fait, ça me fait mal. Quand t'es un peu techie, ça te fait mal de dire putain, Clubhouse, ils ont créé une expérience extraordinaire. Et en fait, ils se sont fait avoir parce qu'ils n'avaient pas la masse critique de LinkedIn, en fait. Il n'y avait pas assez de flux. Et LinkedIn, ils ont vraiment, et ils sont en train, je trouve, de s'améliorer. Ils ont de l'or entre les mains parce que tout le monde, il y a des vrais fans du réseau et les gens ont envie de les aider à sortir des meilleures fonctionnalités. Et pour l'instant, ils ont encore des œillères et ça peine à sortir. Mais je trouve que ça fait 1 an que le progrès s'accélère sur LinkedIn. Ah ouais, Et que mais par tu exemple vois que quoi? l'expérience est meilleure. Je te donne un exemple. Alors là, tu m'as lancé sur mon sujet préféré, les Vas-y, bah features. let's go, mec. Hein. Moi, j'ai la featurite, donc je regarde aussi les features des autres. Et typiquement, ça fait 2 jours que LinkedIn a sorti un truc qui est genre, enfin, un peu le b.a.-ba. C'est la possibilité, quand tu réponds à un commentaire, d'avoir l'autotag. Avant, si je répondais à Hugo, je c'était devais horrible. mettre tag Hugo Benz. Mais Ah oui. si tu dis c'est aberrant, mais comme WhatsApp a une expérience utilisateur qui est aberrante aussi, tu Oui, vois. on est d'accord. Mais donc LinkedIn, c'est pareil, j'avais toujours ce truc de...
C'est marrant que les groupes sur LinkedIn, tu puisses pas créer des focus inbox, tu vois, avoir plusieurs groupes sur ta messagerie, des onglets. C'est quand même aberrant que des boîtes se soient lancées en disant on va faire une meilleure messagerie LinkedIn. Toi, non? Ouais, avec Wallaxy, il a sorti un produit. Et elle est géniale sa messagerie. Mais oui, mais c'est en fait, tu te dis comment, à quel moment une boîte qui appartient à Microsoft n'est en fait, pas je pense que capable... tout est dans ta phrase, en fait. Ouais. C'est que c'est ta boîte avec un dinosaure, il est gros, mais il est lent, quoi, tu vois. Ouais. Et tu vois, pareil, tu vois que du coup, des boîtes comme Folk arrivent pour la partie CRM, parce qu'en fait, ça, c'est la base. T'es sur un mec, c'est encore une fois, t'es sur un réseau pro, et ben en fait, en un clic, tu peux le ranger dans une catégorie, tu vois. Et ça, c'est quand même ouf qu'ils aient pas fait ça. Même Refer, tu vois, Folk, en fait, il y a plein de boîtes qui se lancent sur le dos de LinkedIn en mode, make LinkedIn great again, tu vois comment ça se fait qu'on peut pas faire ça. Enfin, Refer part du principe que sur LinkedIn, quand tu vois, on va voir par exemple Terence qui est là, qui travaille pour Le Crayon, on va voir Terence, on va se dire, ah, j'aimerais trop proposer à Terence de bosser pour Marketing Square. T'inquiète pas, Valran, je rigole. Et du coup, typiquement, je chasse un talent. Qui peut me présenter Terence? Et là, je vais voir sur le profil de Terence, 600 contacts en commun, c'est mort. À quel moment tu peux avoir une introduction chaude? C'est impossible d'aller faire les 600 mecs. Et même s'il y a 30 personnes, tu peux être sûr qu'il y en a au moins 29 qui vont te dire « Ah bah non, en fait, c'est LinkedIn. On est connecté, mais je ne le connais pas, quoi. » Exactement. Comme si nous, on connaissait 40 000, 50 000, 60 000 personnes. Je sais pas, t'as combien toi maintenant sur LinkedIn? 30 000. Ah bon? 30 000 contacts, c'est le maximum. Ah oui, c'est vrai. Après, c'est des gens qui te suivent, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais du coup, une fois que tu as 30 000 personnes dans ton réseau, c'est aussi une aberration. Enfin, franchement, je pourrais faire un épisode entier sur les dingueries, les lignes dingueries, tu vois, les trucs qui vont pas sur le réseau. Mais typiquement, ils sont en train d'avancer dans la bonne direction. Mais pourquoi on n'a pas des stories sur LinkedIn, t'imagines? Ils ont essayé ça, je crois, à un moment donné. Ouais, ils les ont enlevés. Ils ont dit épingler un commentaire. Ils ont dit non, ça marche pas. Tous pareil. Les créateurs, ils pleuraient des larmes de sang. Ils disaient mais attendez, les podcasteurs en sueur, genre c'est le meilleur truc. Épingler un commentaire, ça te permettait de redistribuer des contenus, de mettre des ressources, de mettre. En plus, c'est même une stratégie pour augmenter ton taux d'engagement. Ça, j'ai pas compris, tu vois, par exemple, pourquoi ils l'ont enlevé. En fait, qu'est-ce que ça leur coûtait de le laisser, en fait, quoi? La déclaration de Christian, qui est le mec qui gérait cette feature, c'est on n'a pas en fait dans l'usage, les gens ne l'utilisent pas. Et ce que je trouve, mais peut-être on est un écosystème des 2% de gens qui publient sur LinkedIn, mais c'est vrai que même pour le taux d'engagement, épingler en premier un commentaire rigolo, ça crée des boucles de commentaires dont tu te dis du point de vue de LinkedIn. Il y a tout qui va mieux. Eux, ils veulent de l'engagement, tu vois. Il y a plein d'aberrations comme ça. Mais la plateforme devient quand même de mieux en mieux, même les pages entreprises. Si vous êtes un peu datavore, la donnée que vous avez dans les statistiques des pages entreprises pour lancer un business sans avoir besoin de site internet et comprendre un peu quelle persona t'attire, avec quel messaging, c'est un truc de malade. Enfin, moi, les pages entreprises, c'est merveilleux. Moi, j'avoue que j'utilise pas du tout les pages entreprises. Enfin, en fait, on fait le minimum, quoi, tu vois. Ouais. On fait un peu un post un peu corpo par semaine. Va voir les analytics. Franchement, tu vas être séché. En fait, il n'y a aucune plateforme aujourd'hui qui donne le degré de granularité de LinkedIn sur ta cible. Les gens qui vont suivre Marketing Square Podcast, je peux te dire, c'est des profils expérimentés, 2 à 3 ans d'expérience, le nom des entreprises auxquelles ils appartiennent pour la plupart d'entre eux, tu vois. Genre Time for the Planet, je vois que tout de suite j'ai une grosse affinité. Team, maintenant For the Planet, je me dis, bah trop bien. Voilà, j'ai des réponses pour faire des partenariats, pour faire du retargeting. Si vous êtes datavore, LinkedIn, les statistiques approfondies, que ce soit sur les profils ou sur les pages entreprises, c'est une dinguerie, quoi. C'est trop bien. Bah écoute, j'irai voir. Mais du coup, tu m'as donné une bonne transition, parce que tu as parlé tout à l'heure de Refer, donc, par rapport en fait au referral, etc. Donc ça, pareil, c'est une start-up que tu as, avec laquelle je crois que tu as levé des fonds, tu as un associé. Plusieurs associés. Ah ben, on te laisse en parler, parce que moi, pour la petite histoire, j'entends parler de Refer, je pense, depuis 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Non, ça fait presque... Ça fait 1 an et demi, ouais. Ça fait 1 an et demi maintenant, officiellement. J'avais reçu le deck aussi il y a une petite année. Moi, je me rappelle de faire le call avec ton associé autour de la piscine de mon associé d'ailleurs. J'attendais l'apéro, etc. Et je faisais le petit call avec lui. Mais j'ai l'impression que pareil, vous avez pas mal aussi pivoté, etc. Donc, est-ce que tu peux nous parler de Refer, R-E-F-E-R, c'est ça? Ouais. Refer.co, Refer.com? Refer.social.
Refer.social, ok. Franchement, ça aurait été trop beau d'avoir le refer.co. Ouais. Je sais même pas s'il est disponible. Pour le coup, Refer, c'est une histoire qui a vraiment changé ma vie. C'est encore Clubhouse, figure-toi. Ok. Donc Clubhouse m'a fait rencontrer Fabien Ferreira, qui est un de mes meilleurs copains et qui m'a vraiment donné envie de créer du contenu et qui m'a lancé, entre guillemets. Et Clubhouse m'a aussi fait rencontrer mon conjoint et associé. Du coup, que je rencontre à l'époque sur Clubhouse. Donc ton associé de Refer, c'est ton mec? Oui. Ok, je savais pas ça. Bah écoute, on s'en cache pas, mais c'est vrai qu'on fait pas des coms. On n'est pas Leïla et Alec Hormozy, tu vois. Ouais. Trop ricain pour nous encore, mais oui, c'est une vraie famille recomposée, Refer, puisque c'est mon associé de Richmaker qui découvre le projet Refer. Donc à l'époque, je suis pas encore avec Arnaud. J'ai un coup de foudre pour son projet. Franchement, en général, les entrepreneurs, ils ressemblent à leurs produits. C'est un truc très drôle dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, mais en général, ce que tu fais, c'est un truc qui te ressemble. Et en fait, on me dit, il faut vraiment que tu rencontres Arnaud Gazet. Il a lancé un truc, on dirait Richmaker. Et c'est vrai que moi, ma logique, c'était faire du partenariat pour aider justement les business à grossir plus vite. Parce qu'il y a un peu 3 façons de grossir, c'est t'achètes, tu construis ou tu partenaires. Et je m'étais dit, en fait, il n'y a rien pour accélérer les business sur le partenariat. Et Arnaud, il se dit, en fait, il n'y a pas de meilleure façon de faire grossir un business que le réseau. Et aujourd'hui, on n'a rien pour alimenter son réseau, à part LinkedIn, qui est un peu le cimetière des éléphants de ton réseau, parce que c'est plus aujourd'hui une plateforme média que sociale. Tu l'as dit toi-même, c'est un stigmate de ça, c'est ce que tu viens de dire, genre les commentaires. En fait, c'est du média LinkedIn maintenant, tu vois. Tu rencontres plus vraiment des gens sur LinkedIn comme ça a été le cas au début, tu vois. C'est plutôt tu peux encore, mais j'avoue que moi, j'ai rencontré énormément de gens. Quand je me suis lancé il y a 2 ans et quelques sur LinkedIn, je me suis fait des amis, je me suis fait des associés. C'est vrai que moi, pareil, hein, si tu me lançais là-dessus, je peux parler pendant 1 heure de tout ce que LinkedIn m'a apporté, etc. Alors, c'est aussi parce que moi, j'allais parler aux gens et puis parce que des gens venaient me parler, etc. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, je voulais juste réagir là-dessus en mode. En fait, on parlait du fait que au moment où je rencontre Arnaud Gazet, je me rends compte qu'il fait à peu près la même chose que moi. Il attaque une verticale marketing que j'adore et qui est sous-outillée. Tu vois, il y a des SaaS pour tout. En prospection, on ne sait plus quoi faire. Et le referral, il n'y a rien. En fait, partenariat et referral, il n'y a rien. Et moi, je m'étais dit, dans mes pensées les plus folles, j'avais déjà envie d'être multipreneuse, justement. Et je m'étais dit, je vais créer une énorme suite d'outils. Je veux créer un Adobe. Je veux en fait créer des suites d'outils marketing. Et je m'étais dit, le prochain truc que je veux faire, c'est le referral. Parce que l'affiliation aux US, quand je faisais du e-commerce, c'était mon canal numéro 1. Et là, je suis en France sur Clubhouse et j'entends tout le monde qui dit « La newsletter, c'est révolutionnaire » et je suis là « Ouais, les gars, préparez-vous, l'affiliation, c'est un truc de ouf. » L'affiliation, c'est un channel marketing qui est ultra héroïste et qu'on n'optimise pas du tout en France. Et du coup, dans ma tête, j'étais là, je commence par le partenariat parce qu'il y a eu un time to market, j'ai eu l'opportunité. Et j'étais là, le referral, business d'affiliation, marketing de réseau, si c'est déjà éclos aux US, ça va arriver en France dans pas longtemps. Et là, je rencontre Arnaud qui me dit, je fais la même chose que toi, avec une énorme taille de marché, le referral. Et moi, en fait, je veux aider les gens à aller trouver via leur réseau leur prochain talent, Terence, leur prochain client, Hugo, leur prochain partenaire, leur prochain investisseur. Parce que ton réseau, c'est une surface de vente réglisse illimitée dans la vie. Et vous êtes logué seulement à LinkedIn ou à l'ensemble des réseaux? C'est là où on a pivoté. C'est que de base, je rencontre Arnaud, il me dit j'ai une application mobile. Moi qui suis parfois un peu aveuglée par mes lubies t'es passionnée par ton métier de marketeuse, j'ai jamais bossé sur une appli mobile. J'étais là trop bien, faire de l'acquisition sur une app mobile. Mais moi, c'est ça qui m'avait un peu refroidi à l'époque où il m'avait pitché. Je disais, une app mobile quand même. Enfin, tu vois, c'est vrai que maintenant, une app mobile, tu dis, waouh, mec, on a changé de siècle, hein, tu te rappelles ou pas? On a changé de décennie, quoi. Mais ouais, ok, donc là. De base, une app mobile. Et aujourd'hui, donc, vous avez complètement pivoté. On est une extension. Voilà. On est une extension, mais c'est vrai qu'on a eu ce travers de fondateur. Peut-être les gens qui nous écoutent ont eu ce travers, ou en tout cas, il faut le combattre absolument. Moi, Arnaud vient me voir, il me pitch le truc, il me dit j'ai une app mobile. J'ai pas questionné. Ça me faisait tellement kiffer de bosser sur une app mobile. J'avais jamais fait ça. Et du coup, on est parti un peu martel en tête. On a perdu 6 mois à perfectionner une app mobile, alors que tout le monde nous disait c'est trop bien, mais quel dommage de pas pouvoir l'utiliser sur un ordi. On était là, ah bah ouais, Jacques, c'est trop dommage.
dommage, mais that's refer, tu vois. Donc on a fait ça genre bêtement avec Arnaud et on s'est engrainé dans notre truc à solutionner les problèmes techniques au lieu de genre s'élever et se dire on n'a pas trouvé la bonne réponse, tu vois. Et du coup maintenant Refer a une extension et répond à ce besoin de je veux pouvoir prospecter partout où il y a mes clients, c'est-à-dire LinkedIn, Notion, Folk, HubSpot. Et en fait, l'idée, c'est que nous, on travaille un algorithme de proximité qui va se baser sur ton réseau LinkedIn, mais qui va te dire vraiment qui connaît qui. Les fameuses poignées de main, mais les vraies poignées de main. Et du coup, nous, on crée des scores de... je ne vais pas rentrer dans le détail. Parce qu'on en parlait juste en fait, avant le podcast, en fait, c'était de dire, en fait, tu étais toujours à 5 poignées de main d'un mec, quoi. C'est ça. Alors que demain, si tu veux rencontrer Barack Obama, bah, en fait, il y a peu de chance, mais en fait, tu es à 3, 4, 5 personnes de pouvoir le rencontrer, quoi. Je crois que la théorie officielle, il y a genre 10 ans, c'était 7 ou 10. Et Mark Zuckerberg, il y a genre 4 ans, avait dit c'est 3. Et on s'était dit déjà Meta. Moi, il me semblait que c'était 3 en fait. Ouais, Meta a réduit. Et bientôt, ce sera peut-être plus qu'une, tu vois. En tout cas, nous, chez Refer, on s'est dit, en fait, faut vraiment qu'on soit capable de mapper ton réseau pour que tu puisses t'éviter la awkward situation de tu connais machin, ah non, jamais entendu parler. Et je trouve que l'écosystème de la prospection, il est fatigué. Les commerciaux, ils en ont vraiment marre de la prospection froide. Ils sont en souffrance parce que, en fait, en face, les gens en ont aussi marre d'être prospectés, notamment sur LinkedIn. Moi, je connais plein de gens qui me disent, je vais plus sur LinkedIn parce que j'en ai ras-le-bol de me faire prospecter. Ouais, c'est pour ça que moi, j'ai mis un message d'absence automatique où je donne mon mail quand même. Mais tu vois, en fait, sur 10 messages que je reçois, il y a peut-être une seule personne qui m'écrit un mail. Mais du coup, ça permet de filtrer. Donc, du coup, de se dire pareil, je ne vais plus lire. C'est tout. Il ne faut plus avoir le FOMO de dire je vais tomber sur un truc. Parce qu'en vrai, un message qui change ta vie sur la MP LinkedIn, franchement, c'est 1 sur 100, quoi. Donc, il faut accepter de dire bon, bah, c'est tout, je passe à côté de ce 1 sur 100. Et si c'était vraiment important, bah, le mec m'écrira un mail, quoi, etc., quoi. Carrément, c'est marrant là ce dont tu me parles avec le Refer, parce qu'en fait j'en parlais du coup avec Guillaume Moubèche, du coup qui me disait que pareil avec toute sa galaxie d'outils, voilà, de l'Empire, donc avec l'Emlist, là j'ai vu qu'ils sont en train de lancer l'Emcall et puis en fait tous leurs outils, Taplio, Tweetenter, etc. Que pareil en fait maintenant ils avaient tellement de data et c'était vraiment un truc essentiel là, dans leur évolution, c'est qu'en fait ils pouvaient mapper et du coup en fait pareil en fait avoir ce système en fait de referral que tu es en train de décrire, quoi. Carrément. Nous on s'est dit en fait comment est-ce qu'on peut travailler un algorithme propriétaire qui va vraiment définir qui connaît qui. Donc on travaille les scores de légitimité par exemple, en fonction de, par exemple, qui a liké, est-ce qu'il y a de la réciprocité dans les likes et d'autorité. Le nombre d'abonnés, toutes les métriques un peu, tu vois, invisibles à l'œil nu. Et du coup, on a travaillé cet algo pour que, en surcouche de LinkedIn, on puisse te dire partout où tu as tes clients, quelle est la bonne poignée de main qui peut te faire un peu la passe D pour aller décrocher le meeting. Et ça part du principe qu'aujourd'hui, on a du mal à convertir, et ça, Guillaume le sait. Moi, je pense qu'il y a un effet un peu de plafond de verre sur la prospection froide et qu'on va passer à l'ère de la prospection chaude, c'est-à-dire en fait, comment est-ce que je peux utiliser mon réseau pour me vendre. Et c'est là où tu vas signer les rendez-vous les plus rapides. Ah oui, pas de problème, tu viens de la part d'Hugo. Pas de problème, on se parle demain. Alors que le mec, sinon, il renvoie la balle très loin. Recontacte-moi le mois prochain, tu vois. C'est là où derrière, tu vas signer les deals les plus gros. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est comme il y a un facteur confiance que les Américains appellent le trust factor. C'est la poignée de main, ça crée ça. C'est « Ah, tu viens de la part de un tel, c'est bon, je te fais confiance. » Moi, c'est ma technique principale en sales. Sauf qu'en fait, moi, justement, c'est que tout ça, je le fais à la main. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je veux atteindre quelqu'un, et ben en fait, je vais déjà en fait, aller parler à 10 personnes en disant « Je suis en train de faire ça. J'aimerais en parler en fait, à la bonne personne. » Est-ce que tu peux me conseiller et m'aider et me dire qui est la bonne personne chez toi pour le faire? Tu l'envoies à 10 personnes chez Carrefour, tu en as forcément une qui te dit c'est avec Jacques Dutronc. Et là, tu vas voir Jacques Dutronc et tu lui dis je t'écris de la part de Françoise Hardy. Est-ce qu'on peut échanger de ça? Est-ce que c'est bientôt la bonne personne? Tu vois, t'es même tourné à ton deuxième message, mais t'es toujours pas en train de vendre. Et en plus, comme tu arrives de la part de quelqu'un que Jacques connaît, et bah, du coup, tu as... j'ai pas les chiffres, mais tu as 5 ou 6 fois plus de chances d'avoir une réponse et après du coup d'avoir un rendez-vous et là de pouvoir enfin te mettre dans une posture de vente, quoi. Et les intros sont surpuissantes en plus quand c'est la personne qui les fait. Et tu vois, on parle là, de c'est Guillaume. Encore mieux là. Parce que si c'est Françoise Hardy qui écrit à Jacques pour dire je te présente Hugo, là c'est encore mieux. C'est ça qu'on déclenche. Et du coup, tu as une IA qui va écrire le message pour demander l'intro à Guillaume à ta place, tout ça. Et notamment un use case, tu vois, c'est évidemment surpuissant pour toucher des clients. C'est-à-dire, je viens de me lancer dans mon activité, est-ce que tu connais quelqu'un qui cherchera un graphiste? T'envoies ça à tes 10 collègues. C'est un de mes épisodes de podcast sur Marketing Square. J'ai reçu plein de messages. Ah putain, ça marche. Bien sûr que ça marche, le réseau. La levée de fonds.
Guillaume Moubèche, quand il est devenu investisseur chez nous, chez Refer, mais je vais pas te dire, il nous a fait un tiers de la levée, mais limite. C'est-à-dire que le moment où il allait voir ses potes en disant « Bah tiens, j'ai investi dans Refer, tu connais, tu as été lever », le pouvoir du réseau, c'est de la solo-entreprise, même du freelance qui veut aller chercher ses premiers clients, à la boîte qui veut commencer à lever des fonds pour passer l'étape d'après. Ah mais clairement. Donc ça, ouais, moi ça j'y crois à balle. Du coup, moi ce qui m'intéresse, tu as commencé un petit peu à en parler. Est-ce que on peut donner, déjà est-ce que c'est live? Là demain je vais sur Refer, c'est quoi, je prends un abonnement et je peux commencer à utiliser l'outil, comment ça se passe concrètement? Comment ça se passe concrètement? Tu télécharges l'application Refer gratuitement. Donc et l'extension? L'extension. Ouais. J'ai dit l'application? T'as dit l'application. Alors, effectivement, ça se ressemble. L'énorme lapsus. Tu vas sur le Extension Store, du coup, donc c'est pas l'App Store. Ouais, sur tu Chrome, télécharges, j'allais le redire, l'application. Tu télécharges l'extension Refer, et seulement sur Chrome, effectivement, pour l'instant, mais on est déjà en train de travailler là-dessus. Et tu vas avoir un bouton magique qui va arriver sur ton LinkedIn. Donc, à chaque fois que tu vas aller sur LinkedIn, tu vas voir Meet, un bouton Meet orange qui arrive. C'est-à-dire, je veux parler à Thibaut Elzière. C'est ma rockstar en ce moment. Je veux parler à Thibaut Elzière. Hop, bouton Meet. Je te dis ça pas par hasard, parce que quand j'ai cliqué sur Meet Thibaut Elzière, il m'a mis Hugo Benz. Bah parce que je le connais. Voilà. Donc il algorithme, sera là bientôt, j'espère. Tu me rassures, mon algorithme fonctionne. Mais du coup, tu vois, ça m'a pas mis 600 contacts en commun, parce que c'est la réalité. Okay, ça m'a mis Hugo. Ouais. C'est tout. Tu vois, et c'est la bonne personne. Et du coup, c'est quoi l'étape d'après en fait? Donc là, du coup, ça t'a mis mon blaze. Ouais. Et du coup, en fait, c'est quoi l'étape d'après que l'outil te propose en fait? L'étape d'après, c'est que je vais, du coup, l'algo, il travaille. Si vous êtes en première utilisation, vous connaissez les logiciels d'IA, ils vont mettre environ, 5 heures à browser ton réseau, tout ça. Donc tu reçois un email, c'est fini, on va dire tiens, t'as demandé à rencontrer Thibaut, c'est Hugo la bonne personne. Donc j'ai reçu cet email ce matin, et du coup là, je peux cliquer sur toi. Et je vais mettre du coup un message automatique, enfin je peux en tout cas le générer via ChatGPT, parce qu'on sait que particulièrement les Français, on est toujours un peu mal à l'aise de demander des intros. Donc là l'idée c'est que ça va dire « Hello Hugo, comme tu sais, je suis en train de préparer ma levée de fonds sur Refer, ou alors j'aimerais beaucoup parler à Thibaut dans le cadre du développement de mon activité sur Marketing Square Podcast. » Et en fait en fonction de ce que tu lui as dit, je veux rencontrer Thibaut pour... Ça va me crafter le message que moi je vais t'envoyer, et derrière tu vas dire bah oui Caro, bien sûr je peux te faire l'intro, et du coup paf, c'est toi qui vas avec mon message le transmettre automatiquement, parce que pareil, quand tu es la personne qui fait la passe D, parfois c'est compliqué parce qu'on t'a pas suffisamment d'éléments de contexte, tu sais pas trop, donc là en fait tu vas directement dire hello Thibaut, juste pour te dire Caroline, je la connais du podcast, elle aimerait beaucoup te rencontrer pour sa levée de fonds, voilà le message qu'elle m'a écrit. Est-ce que c'est limite en fait, moi tu m'as écrit mon texte en fait. Ouais. Okay. C'est ce qu'on fait. En fait, on streamline, on est le Calendly de la mise en relation. Et l'idée, c'est, ok, tu veux parler à qui? Tu veux décrocher un rendez-vous avec qui? Avec un nouveau talent, avec un futur partenaire, avec un gros client, un investisseur. Je te montre le chemin le plus court pour y arriver. Ça, c'est canon. Et ça coûte combien? Alors, pour l'instant, on est en phase de test, donc tu connais la théorie du pricing. On est à 19 € Early Bird. On va avoir des plans entreprises. Là, je te dis, on est live depuis une semaine. Donc, on est en train de débugger, tout ça. On va avoir des plans entreprises. On est en train de travailler aussi avec des cercles business. Tu vois, les big boss, par exemple, pour voir comment est-ce qu'on peut implémenter Refer pour que des réseaux, des masterminds, ou toi, avec La Chapelle, vous puissiez l'utiliser en mode, on veut créer de la cooptation inter-réseau. Quand tu arrives dans La Chapelle, à quel point est-ce que La Chapelle devient le meilleur club d'affaires? Parce que partout, tu as, ok, chez La Chapelle, voilà les grosses intros qui peuvent tomber. Donc on veut devenir un super CRM en fait. Ouais, en fait, il faut que vous alliez faire manger en fait à l'algo par exemple tous les clubs qui existent, parce que là tu sais que les gens ils font partie d'un même club, bon c'est bon, là tu peux les référer directement en fait quoi. On a ça, on a la page entreprise, on a les centres d'intérêt, enfin on a mis autant de temps parce qu'on s'est vraiment fouillé les méninges à se dire comment est-ce que, c'est quoi un algorithme de proximité, comment est-ce qu'on peut vraiment déterminer qui connaît qui. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, limite, il faudrait que tu puisses aller manger les groupes WhatsApp, les machins et tout. Enfin, en fait, c'est ça, en fait, comment tu peux faire, en fait... je vous rassure. Comment ils sont tous en train de se dire, oh là là, ils vont regarder ma data. Non, on se bloque pas, on regarde pas ta data WhatsApp, mais par contre, c'est comme tous les algos, plus tu lui donnes à manger. Et c'est pour ça que je te disais en off tout à l'heure, on va se plugger à ton folk. En fait, moi, j'utilise Refer partout. Je te donne un exemple. Je cherche des sponsors sur Marketing Square. J'ai mes sponsors de rêve, mon fichier client, entre guillemets, avec genre les 10 boîtes, les 10 personnes dans les boîtes à qui je veux parler, Julia Cam par exemple, tu vois, chez HubSpot, et directement il y a le bouton Meet qui arrive, et le bouton Meet il va me dire tiens, tu veux aller reach Julia Cam, tu peux passer par un tel.
Et ça streamline tout le process en fait d'aller un peu douloureux parfois et pas très français parce qu'on est toujours un peu mal à l'aise de demander des intros. Donc on fait ça un peu clé en main. Ah bah vas-y, ça j'irai essayer parce qu'en effet, moi je suis un gros pro référol, etc. Je suis toujours en train d'essayer de l'inculquer en conférence, etc. dans les playbooks et tout. Parce qu'en effet, moi, tout ce que tu es en train de décrire là, moi je le faisais à la mano. Pareil. Et donc du coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'outils pour ça. Mais par contre, j'entends aussi, je comprends la complexité technique que vous allez avoir pour avoir de la data en fait qui est hyper pertinente en fait quoi. Et ce qu'on veut faire, là un de nos plus gros challenges, et c'est là où on a encore perdu beaucoup de temps, c'est aller chercher des bons profils IA. Okay. Comment tu fais pour recruter des gens qui ont un savoir-faire aussi nouveau et que tu sais pas opérer, que tu sais même pas encore évaluer? Ça a été un peu la grosse galère, mais ce qu'on a voulu faire, c'est l'étape un peu d'après, pour nous, c'est devenir un peu une grosse machine où quand tu arrives sur FR, on est capable de te dire, par exemple, Terence va dire, moi, je bosse en freelance et je fais du montage vidéo. On va pouvoir lui dire, tiens, pour faire monter ta boîte de montage vidéo, voilà les opportunités qu'il va falloir que tu déclenches dans ton réseau. Tu peux aller rechercher des cofondateurs en actionnant tel et tel levier. Tu peux aller chercher tes premiers clients en faisant ça et ça. En fait, on veut devenir un super outil du réseau qui va pouvoir t'aiguiller pour que tu puisses faire grossir ton business. Tiens, tu viens de lancer ton podcast qui s'appelle Club Sandwich. Voilà comment tu peux faire performer ton podcast. Il te faut des sponsors, il te faut des podcasts. Et en fait, on veut que la machine, elle puisse analyser ta typologie de business et te proposer automatiquement les intros game changer pour toi. Ouais, et c'est ça qui techniquement est ultra complexe en fait. Et là, il va te falloir ça tout de suite. Parce que du coup, vous allez lever combien en tout? On a levé 600 000. Ça, seulement en equity? Ouais, BSAR. Et du coup, vous allez pouvoir peut-être aller chercher aussi de la dette bancaire, de la BPI, des choses, non? Pour aller atteindre au moins le million? Je veux pas t'ennuyer, mais on a eu des grosses déconvenues de CIR. Si vous savez ce que ça veut dire CIR, c'est que vous avez eu des déconvenues de CIR. Tu peux expliquer du coup ce que c'est le CIR? C'est le crédit impôt recherche. En fait, les subventions... Je sais que tu es un peu comme moi sur la méthode Quick and Dirty. J'ai jamais voulu, avant Refer, dans mes boîtes, faire appel à des subventions parce que ma théorie, ça a toujours été en fait la perte de temps. Toute l'énergie que je mets pas dans mon business à essayer d'aller chercher des bourses, des trucs, en fait, va chercher des clients avant d'aller chercher des subventions. Tu sais, pour ça, si tu vas aller chercher en fait de la levée de fonds en non dilutif, moi je travaille avec une agence qui s'appelle Agence 3i, c'est III. Je sais pas si tu les connais. Et franchement, moi ça a toujours marché, ils sont toujours hyper efficaces. Et pour le coup, en fait, moi j'ai rien à faire. C'est eux qui gèrent tout, ils te font un dossier de ma boule. Tu comprends pas parce qu'en plus, ils sont payés à la perf. Je vais peut-être pas dire de bêtises, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'était ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ça. Et en fait, ils te font un dossier de ouf, c'est eux qui vont chercher. Et en fait, après, ils prennent une commission sur ce qui te lève. On a eu des galères quand même. On a eu des galères avec BPI, on a eu des galères avec CIR. Donc pour l'instant, c'est encore en suspens. Et c'est pas moi qui s'occupe de cette partie. Heureusement, qui m'occupe de cette partie, c'est Arnaud. Mais pour le coup... j'ai jamais voulu le faire et cette année elle m'a vraiment confortée dans l'idée de va chercher des clients avant d'aller chercher des invests, donc là vous êtes à quelle étape là? Vous êtes encore un peu à l'étape vraiment même bêta test et je sais pas, vous faites d'ailleurs je serais ravi de rentrer chez vos bêta testeurs etc. Et après vous faites beaucoup de user research. Donc user research c'est-à-dire que vous passez du temps, alors ça je sais pas si je pense que c'est toi, tu as un ADN assez product je pense, ou c'est plutôt Arnaud, je sais pas. Si tu me flattes, je suis pas du tout bonne en produit. Ouais, donc c'est plutôt Arnaud du coup. C'est vraiment Arnaud, ouais. Et donc du coup, c'est Arnaud qui va passer du temps au téléphone avec moi ou sur WhatsApp pour me dire tiens, alors quand tu utilises ça, moi je vais dire là tu vois ça bug. Tu vois là quand j'appuie là-dessus, franchement moi instinctivement j'aimerais qu'il y ait ça. Et là il y a 2 étapes, il en faudrait qu'une. Ou là par exemple je comprends pas cette étape, ça sert à rien, les chronophages etc. Et c'est comme ça en fait qu'on débug et qu'on améliore qu'on passe de la V0 de son produit à la V1 quoi. Clairement. C'est Arnaud qui fait ce travail-là. Arnaud, il est très product. Il parle très bien le langage technique. Il est très touche à tout. Moi, je suis vraiment sur la partie média. Donc, c'est moi qui vais m'occuper. Une fois que je reçois le produit, les feedbacks, je suis un peu community/content. C'est OK, comment on va le faire vivre? Quelle histoire on va raconter par rapport à ce que tu as vécu là, dans tel entretien client, tel truc. Donc, je suis un peu en bout de fil. Et dans notre startup studio avec Arnaud, en fait, tu le sais, la base, la racine d'un startup studio, c'est la bonne équipe. Donc, nous, on a Anthony, qui est un peu le développeur, notre développeur rockstar, qui est un peu capable de passer d'une tech à l'autre, qui est full stack, donc hyper agile, même si je déteste ce mot, pardon,
mais polyvalent. Tu as Arnaud qui est un peu l'esthète, qui est capable de mettre une jolie interface, bien comprendre l'expérience. Et moi, j'arrive sur, OK, on a un truc qui roule, comment est-ce qu'on accélère, comment on va aller chercher plus de clients. Et c'est comme ça qu'on s'organise un petit peu sur toutes nos boîtes. Et sur Refer, on en est à l'étape où on a voulu monétiser jour 1. J'ai tellement attendu que le produit sorte. Je te jure, je sais pas si... Je crois que c'est le projet le plus difficile de ma vie. Il y a des soirs où je me suis couchée avec les larmes aux yeux de me dire, c'est encore pas aujourd'hui qu'on va sortir. Et ça, c'est un truc que tu n'as pas dans d'autres industries que la tech. C'est qu'en fait, tu ne peux pas faire sortir ton truc. C'est-à-dire que quand tu fais du e-commerce, jamais j'ai eu des délais d'attente comme ça. Jamais j'ai eu des problèmes aussi difficiles à résoudre. Ouais, ça. Et du coup, Refer, le choix qu'on a fait, c'est que là, il n'y a pas de bêta-test, entre guillemets. On s'est dit direct, on fait du early bird. Et dès qu'on a sorti, on a eu les 20 premiers clients. Et on s'est dit, genre, jour J, il faut qu'on dérisque le fait que les gens, ils sont capables de payer, qu'ils vont nous faire des retours, qu'ils vont nous... Tu vois, faut qu'on soit un vrai produit. On a passé presque 1 an et demi à sortir. Donc, tu vois, là, je me suis dit, l'étape de MVP, next. Il faut qu'on soit direct un produit, même si c'est un produit bancal et qu'il y a encore des trucs qui vont... Non, mais j'irai tester du coup, parce Avec que c'est vrai que... Je me permets de te couper. Juste, il y a eu cette lumière qui vient de terminer. Là, vu que c'est pas fait... C'est pas trop long, ça va. Je suis pas trop long dans mes réponses. Ah bah non, pas du tout. Ok. Il est quelle heure là? 17h20, on a commencé à quelle heure? Toi, t'es arrivé à 15h40, non? Ouais, ça doit faire bientôt 1h30, non? Bon, en vrai, là, on va pouvoir... Ok, tu me dis. Non, mais si vous avez encore des trucs à dire. Bah, J'ai l'impression que j'ai du mal à être synthétique, mais c'est l'effet des médicaments. franchement, non, franchement, t'inquiète, hein, Ah c'est ouais, vraiment ça pas va trop long, t'inquiète. Ok. Parce qu'en plus, tu sens que quand je veux réagir, Ouais. tu t'arrêtes et tout, Ouais. donc y a pas de... Non, mais c'est moi, pareil, j'ai tendance à... Je parle énormément et je parle... Et d'ailleurs, c'est pour ça que... En vrai, c'est pour ça que j'aime bien cette place, là, Ouais. de host. Parce que je trouve qu'elle est moins fatigante que la tienne, Ouais. en fait. C'est ça que moi, quand je finis un podcast ou quoi... Alors que je suis quelqu'un qui suit pas, mais à la fin d'un podcast, drôle. tu vois, je suis de ouf. Parce qu'en Ouais. fait, bah, t'es dans l'énergie, Ouais. t'as tout donné, tu vois. Et en plus, C'est tu me clair. disais, tu sors de l'hosto, t'es Ouais. mal et tout. Mais tu vois, c'est plus fort que nous quand on est à l'oral, on donne tout. Ouais. Alors moi, un lendemain de cuite, je peux être en mode à passer la journée à regarder Friends sur TMC pendant tout l'après-midi. Et là, c'est un jour où j'ai 2 coachings, où j'ai Ouais. un truc, etc. Et là, mais pendant les 2 heures, le mec, je pense qu'il s'en rend même pas compte que j'ai dormi que 3 heures, que je suis encore en gueule de bois, que j'en suis Ouais. à 2 Doliprane, etc. Parce que quand je suis à l'oral et que j'ai un interlocuteur, je donne tout. Ouais. Non, mais je suis un petit peu pareil que toi là-dessus. Mais je pense que c'est nos parents. Enfin, je sais pas toi, mais moi j'ai eu des parents, c'était vraiment marche ou crève. Genre, j'ai jamais eu une absence à l'école. Enfin, même avec le thermomètre dans la bouche, j'allais à l'école. Et en fait, mes parents, ils m'ont vraiment donné le goût de. C'est genre, on s'en fout. Genre, on s'en fout de t'es pas bien, de tes machins, genre t'écoutes pas, tu vois. Genre, vas-y, tu dois le faire, fais-le. Est-ce que t'as eu cette éducation ou alors à quoi, ça a été quoi les racines pour toi de ce mindset-là qui c'est pas si commun que ça, les gens, tu vois, qui se disent j'y vais, quoi. Non, moi je pense que là c'est plus en fait une question déjà en fait de respect pour l'interlocuteur, Ouais. etc. Que tu vois que ce soit un mentoring, un coaching, un podcast, encore une fois que je sois de ce côté-là ou de l'autre, etc. Le respect C'est de la plus, parole donnée. Et puis après c'est aussi une question d'image, tu sais, c'est Ouais. c'est presque, putain je me casse le cul en fait à créer une image, et ben je veux pas qu'elle soit parfaite tout le temps, mais je veux en fait assumer Être à la ce hauteur. que les gens ils vont être à la hauteur de ce que les gens ils peuvent avoir comme image de moi. Parce qu'en fait souvent on va pas se mentir, hein, l'image qu'on peut avoir grâce au réseau ou quoi, le mot c'est pas qu'elle est lissée ou quoi, c'est que en fait elle est un peu surcotée, tu vois. Moi c'est pour ça que c'est souvent tu vois, hier j'étais à un espèce de meet-up, Ouais. un meet-up de Alec Henry, alors, il y avait toute la clique, Ouais. etc. Tous les potes de LinkedIn étaient là et tout. Et tu vois, il y a plein de gens du coup qui me reconnaissaient. Ah, je t'ai vu à telle conférence, je t'ai vu machin, je t'ai déjà envoyé un message, tu te rappelles et tout. Ben non, évidemment que non, etc. Et là, tu vois, par contre, là, je suis toujours un petit peu gêné de me dire, putain, mais en fait, j'aime pas en plus ce mot, mais en fait, le mec, il a l'air presque fan. Ouais. Je dis, putain, pourquoi en fait Et là, tu dis, bah en fait, si, c'est un peu ce que tu cherches en fait, en faisant cette création de contenu tous les jours, en essayant de donner un maximum de valeur, etc. Bah en fait, du coup, tu récoltes un peu la monnaie de ta pièce, mais dans le côté positif du truc, quoi. Et donc, c'est pour ça que, quand même, à l'oral, j'essaye toujours quand même de tout donner pour garder en fait cette image, le mot c'est pas parfaite, mais de ce que les gens en fait ils attendent de moi, quoi. Mais c'est ce que tu viens de dire, c'est très bon signe, c'est la notion même d'intégrité, c'est être à la hauteur de l'image que tu renvoies. Ça s'appelle aussi la congruence, enfin, c'est un peu deux mots différents qui disent un petit peu la même chose, et c'est un très bon signe que tu ressentes ça parce que y a plein de gens qui ressentent pas ça. Il y a plein de gens qui vont avoir même l'effet inverse, qui vont se dire en fait je m'en fous, je suis machin. Ouais. C'est la mentalité un peu parfois tu vois star.
Je m'en fous, tu sais qui je suis et je peux me permettre en fait parce que il y a eu tout le reste et parce que il y a eu justement cette image sociale, je peux me permettre d'être une raclure quand la porte est fermée. Ah ouais, Et alors c'est que moi, ce très serait bon le signe. contraire. Parce que je me Bah dis, ouais. putain, si le mec, du coup, je fais la raclure devant lui, il Ouais. va dire, ah bah voilà, on Ouais. voit le vrai visage, enculé de ta race, quoi. Mais c'est bien et c'est aussi une nature empathique qui est intéressante. Quand tu te dis je culpabilise de pas avoir lu son message, ça, et ça c'est pareil, c'est pas, enfin, j'ai pas l'impression qu'il Non, y ait ça, beaucoup de gens qui Ça, je culpabilisent. t'avoue que je culpabilise pas des masses, quoi. Mais t'as dit, je me sens mal parce que j'ai pas regardé son message ou Ouais, son ouais. truc. Non, mais c'est qu'en fait, je me dis, en fait, le mec, du coup, il a une image de moi qui est surcotée, en fait, par rapport à ce que je suis vraiment, en fait, tu vois. Ouais, le super moi, quoi. C'est ton moi augmenté des C'est réseaux un peu sociaux. ça, en fait, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je me dis jamais que je suis pas à la hauteur de ça. Je me dis, en fait, le fait que les gens te fassent confiance par rapport à ça, ça crée une dette. Je me dis, tu pars pas avec un crédit, tu pars limite avec une dette de justement, ce que tu dis, être à la hauteur. Mais pour moi, c'est une dette. Ouais. Tu vois, c'est pas un truc en plus. Ça te met une sacrée pression. Et d'ailleurs, c'est un truc que je dis souvent sur la marque personnelle. C'est quand tu es une marque personnelle, tu peux pas te permettre de faire un mauvais recrutement, de mal servir un client. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens te font plus confiance. C'est que les gens, ils savent que, en fait, si jamais tu leur fais une dinguerie et que tu es une marque personnelle, c'est comme quand tu es une grosse marque du genre Cartier et tu vends un bijou, il manque un diamant. Tu sais que ça va faire du bruit. Et du coup, la marque personnelle, je pense que c'est aussi pour ça qu'on convertit plus. C'est au prix de cette dette de t'as intérêt à délivrer et t'as intérêt à être à la hauteur. Yes, on est d'accord, mais bon, écoute, on va dire que ça pourrait être le mot de la fin, parce que du coup, c'est partir un peu sur ce bon conseil de quand même, on va pas se mentir, quand même, ce qui a un peu changé nos vies aux uns et aux autres, c'est quand même cette création d'audience, donc on va pas non plus cracher dans la soupe, et ça, encore une fois, on le veut bien et on l'entretient. Merci beaucoup, Caro, en tout cas, Avec plaisir. d'être venue. Parce qu'en plus, tu étais quand même assez fatigué, mais tu es quand même venu. Tu as tout donné, énergie de ouf, je te remercie. Merci en tout cas en plus d'être venu dans un podcast qui n'existe même pas. Waouh. C'était cool de se voir pour la première fois, Ouais. alors qu'on peut-être on se côtoie. Justement, Depuis je au voyais moins ta 2 ans. tête sur Clubhouse il y a 2 ans, Ouais. même 3 ans, etc. Donc, très chouette de t'avoir rencontré. Merci pour tous les conseils que tu as donnés, pour l'énergie, pour tout ça. Merci beaucoup, Caro. Je te Merci. souhaite un beau retour chez toi. Merci Hugo et merci à tous pour votre écoute. Yes, et merci le crayon pour l'invitation. Et merci bien évidemment à Shine qui sponsorise ce podcast. Merci.